Il vous suffit de sortir une phrase d'un des chapitres de ce livre, soit ma tête est coupée si ces gens sont au pouvoir, soit je suis au tribunal parce que voilà, c'est écrit, monsieur Onfray, expliquez-nous, que voulez-vous dire, vous êtes islamophobe, et puis voilà. D'autant que vous êtes islamophobe aujourd'hui si vous dites qu'il y a dans le Coran ce qui s'y trouve. Si vous dites, moi je suis désolé, il y a des sourates, il y a des versets qui invitent à couper la tête, à détester les juifs, à la haine des homosexuels, je vous donne, c'est dans le Coran, on va tout de suite dans une librairie, on achète n'importe quel Coran, j'ai mes fiches et on les ressort et c'est écrit là, qu'est-ce que vous en faites, quoi? Non, vous êtes islamophobe et puis voilà. Donc non, on peut pas se dire, ou alors on rentre chez soi, on parle plus, puis on se dit, j'aurais plus aucun problème. Mais est-ce que c'est pas une tentation? Si, depuis longtemps, oui. Bonjour à tous et bon début d'année. Meilleurs souhaits pour ceux qui sont des habitués, puis pour les nouveaux, bienvenue à bord. Avec cette semaine en face de moi, Michel Onfray, un habitué de l'émission. Merci beaucoup d'être là, Michel, de me faire l'amitié de commencer cette année 2026 qui a commencé sur les chapeaux de roue. On pourrait parler de votre actualité littéraire, mais elle est toujours en train de bousculer sa précédente actualité parce que je sais qu'à l'horizon, au moment où on vous écoutera peut-être, il y a un dernier né consacré à Proudhon, qui sera en librairie, n'est-ce pas? Voilà. Projet auquel vous avez consacré beaucoup d'énergie. Depuis que j'ai 17 ans. Ça a été un coup de foudre quand j'avais 17 ans. Et je me suis toujours dit que j'écrirais un jour un Proudhon, mais je ne trouvais pas la bonne entrée. C'est une œuvre complète vraiment très importante. C'est une correspondance importante aussi. Il y a des carnets aussi. C'est 4 volumes de 500 pages. Et je ne savais pas trop comment faire. En fait, j'ai pris le pari d'une biographie intellectuelle. Et Proudhon, qui est souvent entendu, perçu comme le père de l'anarchisme, mais ça devient un peu un mot valise, anarchisme. Ça dit toutes sortes de choses. Or, le personnage est peut-être à trouver là où on ne le cherche pas. Oui, il utilise lui-même une formule qui est l'anarchie positive. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a presque un oxymore à dire anarchie positive. On a l'impression que l'anarchie négative, c'est pour le coup redondant. Et de fait, il y a beaucoup d'anarchistes qui détruisent sans vraiment vouloir construire. Ils veulent abolir le capitalisme, la phallocratie, la misogynie, tout ça est fort sympathique. Mais pourquoi faire? Quel type de société? Et il y a chez Proudhon une proposition positive. La mutualisation, la coopération, par exemple. Des États fédérés, mais des États tout de même. Un État qui garantisse les progrès libertaires, les progrès anarchistes, disons-le comme ça. C'est-à-dire que c'est une pensée qui est tellement foisonnante, assez contradictoire, parce que il vit des périodes de sa vie qui sont des moments importants. Il y a 48 arts, il y a avant 48, il y a 48... On parle de 1848, oui, c'est ça, pour ceux quand qui on dit auraient des 48 doutes. arts, oui. Comme on dit 68 arts pour mai 68. Et puis il rencontre Napoléon III, c'est détestation, admiration, puis détestation. Donc en fonction des époques, il lit des choses un peu différentes. Moi, mon intérêt, ça a été de dire, je prends ce fil rouge d'abord de la biographie intellectuelle, donc on voit l'évolution, mais surtout de l'anarchie positive, en disant voilà ce qui est positif dans l'anarchie, notamment ce que je viens de vous dire, coopération, mutualisation, disparition de l'État au sens classique du terme, mais quand même maintien d'un État qui garantit les progrès. Oui, parce que cette idée que l'anarchie est pure destruction, d'abord, c'est mal comprendre la pensée anarchiste et celle de Proudhon, puis on ne fera pas aujourd'hui, j'ouvrirai pas une longue parenthèse, parce qu'on pourrait se fixer rendez-vous pour parler de Proudhon. Faisons-le. Parce qu'il y a là, je pense, les colonnes quand même d'une pensée qui aurait pu structurer l'époque. C'est pas ce qui s'est passé. Mon pari, pour les souvenirs que j'en garde, parce que j'aime plutôt l'idée de l'anarchisme tel qu'il l'entendait, c'est qu'il y avait aussi ce souci de la subsidiarité, cette idée qu'il est possible de gouverner, mais à petite échelle, de déléguer aux communautés le soin de régler leurs affaires et d'éviter que les choses se passent d'en haut. Alors, pardonnez, cher Stéphane, mais c'est surtout pas délégué. C'est ça l'intérêt de la pensée de Proudhon, c'est de dire que le pouvoir doit être exercé par ceux sur lesquels il s'exerce. Et donc, là, pour le coup, l'idée de demander à quelqu'un de nous représenter, c'est le sens de l'anarchie, c'est de ne pas vouloir ça. De dire, mais qui n'exclut pas une forme d'organisation. Ah non, au contraire. Voilà. Au contraire. Mais c'est une façon de dire, dans la commune, organisez-vous, vous, mais ne donnez pas le pouvoir à un maire, si on veut parler le langage d'aujourd'hui, qui aurait les pleins pouvoirs. Vous allez voter pour lui, et puis pendant des années, il va faire tout ce qu'il voudra, y compris le contraire de ce que vous auriez souhaité. Lui dit, prenez-vous en main. Et la coopération, la mutualisation, c'est ça. Et donc, l'intérêt de son anarchie, au sens étymologique, c'est que le gouvernement n'existe que par ceux qui veulent le construire, pour eux, par eux, Entre eux. Voilà.
C'est un communalisme, si vous voulez, un communalisme libertaire, mais sûrement pas ce qui arrive aujourd'hui, par exemple, en France, c'est-à-dire un maire délégué, des conseillers municipaux qui disent « vous avez voté pour moi et maintenant, moi, je vais faire comme ça ». Vivez avec les conséquences voilà, maintenant. Voilà. Et c'est ça la démocratie représentative. Absolument. Vous m'avez choisi Absolument. et maintenant je vais gouverner. Et voilà. Et puis après, quelques mois avant les élections nouvelles, on commence à mentir, à trahir, à tromper. On recommence, du moins. On dit, nous n'avons pas eu le temps. Nous avons eu, on s'est mal compris. Il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Irak, ou il y a eu à l'époque, je sais pas quoi. Enfin, tout et n'importe quoi. Parce que ce que j'aime faire ici relève de la conversation, et c'est pas toujours parfaitement planifié, sinon que j'ai des notes. Vous avez parlé des contradictions de Proudhon, et ça m'intéresse parce que c'est comme si c'était toujours retenu à charge, la contradiction. Vous êtes un homme de contradiction, vous en avez vécu, et je ne montre rien en particulier. C'est-à-dire que nous sommes tous, des fois, je ne dirais pas à gauche ou à droite, parce que ça nous renvoie à une grammaire politique que je veux exclure ici, mais pour moi, la contradiction n'est pas à charge. Il arrive qu'on pense une chose et qu'on change. Il arrive qu'on ait des passions qui soient contradictoires. Point d'interrogation. Faut-il vivre et accepter les personnages qui passent sous notre loupe avec leurs contradictions qui les façonnent aussi? Je ne sais pas pour le coup ce qu'on appelle une contradiction. C'est le mot que vous avez employé. Oui, des contradictions de... par exemple, si on veut comprendre comment ça fonctionne chez Proudhon, quand lui, il voit 48, les journées de 48 arriver, il passe à côté. Il ne comprend pas ce qui se passe. La révolution de 48. Et puis, il voit ce qui se passe, les barricades, etc. Donc, il dit, oui, mais d'accord, oui, finalement, il faut faire ça. Puis après, ça se termine, il dit, oui, mais vous auriez dû faire ça, vous l'avez pas fait, etc. Donc, on dit, alors, il est pour, il est contre, c'est quoi? C'est une pensée dynamique, c'est une pensée dialectique. Lui, il est très proudhonien, Proudhon. C'est le premier des proudhoniens, il estime que il faut réaliser la justice et que quiconque est censé s'emparer de ce projet est une bonne personne. De sorte qu'avec Napoléon III, c'est exactement la même chose. Quand Napoléon III arrive, il dit, mais pourquoi pas convertir cet homme, qui a d'ailleurs écrit un livre sur l'extinction du paupérisme, et qui est finalement un livre de gauche. Et il se dit, mais si Napoléon III est proudhonien et qu'il porte mes idées, alors vive Napoléon III. Pourquoi pas? Et puis après, il va à des dîners dans lesquels on mange de la truffe, et c'est pas du tout le genre de Proudhon, mais pourtant il fait avancer ses idées. Puis après, il dit, mais ce type est insupportable. Puis après, il part en exil, et puis il se met à détester Napoléon III, etc. Ça, c'est la partie, je dirais, des contradictions dans une existence, parce que si vous me dites, à 15 ans, je pensais à quelque chose, et à 95 ans, je pense la même chose. C'est l'évolution. Je dirais, il s'est passé quand même 80 ans entre deux. Et ce sont 80 ans souvent de changements, de bouleversements. Qui aurait pu croire que la gauche aujourd'hui puisse justifier la location des utérus, la vente et le commerce des enfants, tout en se disant de gauche? Moi, je suis pas sûr que on puisse dire je suis de gauche quand on défend aujourd'hui l'achat et la vente, le commerce des enfants, disons-le comme ça. Moi, ma gauche, elle se voit à la lumière des enfants. Ma gauche, c'est celle de Hugo. C'est celle qui dit un enfant n'a pas à travailler au fond d'une mine. Un enfant, il doit être dans une école. C'est ça, être de gauche. Un enfant, nous disait la droite, écoutez, c'est petit, ça peut aller dans les mines, ça peut aller au fond d'ailleurs des veines de charbon, très profond, parce qu'ils sont petits, ils sont très efficaces, et si on ne fait pas travailler les enfants, les Anglais, eux, qui le feront, seront plus productifs que nous, et donc la concurrence s'en ressentira, de sorte que les enfants, c'est fait pour bosser dans les mines. Et ça, c'est la droite. Alors, on aurait éludé la question des contradictions, puis je ne vais pas forer davantage. Peut-être que ça prendrait un gamin pour aller dans les veines de cette mine, qui est la vôtre et qui est la mienne. Mais sur la question des mots, effectivement, moi, j'ai souvent, avec mes invités, ces débats sur ce qu'est la gauche et la droite aujourd'hui, parce que pour sûr, ce qu'on dit être de gauche aujourd'hui peut peut-être incarner ce qu'on appelle le progressisme, qui est une forme d'idéologie, mais la gauche au sens historique où moi je l'entends, pas du tout. Est-ce qu'on a dévoyé le sens des choses ou des mots? Oui, mais la gauche a évolué, enfin elle a changé, on dira, elle a évolué, il y a une connotation positive, mais quand on voit la gauche aujourd'hui tenir des propos antisémites sous couvert d'antisionisme, jadis la gauche, elle était du côté des juifs. Quand on voit aujourd'hui une gauche qui nous dit que l'islam c'est formidable, c'est une religion de paix, de tolérance et d'amour, et qu'il faut que les femmes puissent porter des voiles, et que finalement la charia c'est pas si mal que ça, et qu'il faudrait, on se dit mais est-ce que ça c'est encore être de gauche? Quand on a aujourd'hui des gens de gauche, je pense à la France Insoumise, qui nous disent pour les prochaines municipales, et je songe même très précisément à M. Coquerel, il faudrait que la couleur des maires soit la couleur de ses administrés, comme s'il y avait 99,99% de gens qui seraient noirs, jaunes ou verts ou bleus. Et qu'on se définissait, on était essentialisé. Absolument. Et donc je dis, mais si c'est ça la gauche, si c'est être raciste, si c'est être antisémite, si c'est faire du commerce avec le ventre des femmes, si c'est à vendre et acheter des enfants, cette gauche-là, c'est pas la mienne. Mais le ventre des femmes et cette idée qu'on puisse aujourd'hui mettre sur le marché, dans le fond, ce qui était
le miracle et le monopole de la biologie. Aujourd'hui, on parle même d'utérus artificiel. Oui. De plus en plus, c'est pas de la science-fiction. C'était moi, quand j'étais au collège, ça s'appelait l'ectogénèse et on trouvait ça dans Aldous Huxley. Et quand j'avais 12 ans, j'ai pris mon dictionnaire. C'était de la science-fiction pour savoir ce qu'était l'ectogénèse. Aujourd'hui, vous avez de l'ectogénèse avec des pilotages de grossesse extra-utérine par intelligence artificielle en Chine. Ça a lieu. Moi, j'ai toujours... Alors, vraiment, c'est la conversation que je ne pensais pas qu'on aurait, mais ça me plaît. J'ai toujours pensé qu'avant que les Chinois se résignent à cette idée de l'ectogénèse ou encore de ces utérus artificiels, on forcerait les femmes qui étaient réfractaires à être mères à le devenir, à être porteuses, je ne dirais pas pondeuses parce qu'on me reprocherait évidemment le terme, sinon que dans les circonstances, ça ressemble à ça. En fait, l'inverse de ce qu'on avait imposé aux femmes chinoises il y a 30 ans, quand on disait vous devrez choisir d'avoir un seul enfant. Et aujourd'hui, les Chinoises apparemment sont assez réfractaires. Je me disais peut-être qu'on forcera la grossesse, mais on pourrait même court-circuiter cette étape. Et aller tout de suite vers quelque chose. Non, mais je pense que les gens qui travaillent à ça travaillent au prochain millénaire. Ils ne travaillent pas au prochain centenaire. Et il n'est pas question pour eux de repeupler la Chine ou je ne sais quoi. Il est question pour eux d'imaginer ce qui prendra la suite de ces civilisations, qui sera la civilisation ultime, la civilisation du post-humain. Et si nous devons quitter cette terre qui deviendra invivable, pour des raisons que l'astrophysique nous enseigne et pas l'écologie politique, eh bien, il nous faudra faire des enfants de cette manière-là. Il nous faudra manger différemment. On va cloner des cellules animales pour pouvoir manger des beefsteaks dans des stations spatiales ou sur des exoplanètes. Alors, il y a clairement à la clé, derrière tout ça, sinon même devant, une révolution anthropologique. Oui. À partir du moment où il n'y a plus de lien de parenté, qu'on puisse créer une relève démographique, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'il y a encore une humanité? Est-ce qu'on est encore dans le même entendement de ce qu'est notre histoire et notre évolution depuis des milliers, sinon des millions d'années? Écoutez, pendant les vacances, j'ai revu la guerre du feu, que j'avais vue en 81, et je voulais vérifier mon hypothèse sur le fonctionnement des tribus, des hordes primitives. Je pense que nous avons aujourd'hui des hordes primitives préhistoriques dans les banlieues, et que ça fonctionne exactement sur le même principe. Nous sommes déjà dans l'humanité. Et cette humanité, c'est la nôtre tout de suite, et il y aura un jour une humanité qui sera probablement extraterrestre et post-humaine. Ça me paraît évident, mais ce sera toujours l'homme qui pilotera ça, sauf le jour où éventuellement des intelligences artificielles prendraient le pas sur les intelligences naturelles parce qu'elles auraient été programmées par les hommes pour devenir autonomes et indépendantes. Vous y croyez ? Ah oui, ça arrivera. Ça ne pourra pas ne pas arriver. Ça me paraît évident. On est déjà dedans. Si vous avez une jeune génération et que vous la questionnez devant vous et que vous la questionnez sur l'intelligence artificielle, c'est pas un problème pour eux. Ils s'en servent tous les jours. Je m'en sers tous les jours aussi. Pourtant, je ne suis pas la jeune génération. Oui, mais vous avez eu un cerveau qui a été fabriqué avec les livres, avec les enseignants, avec la grammaire, le style, la syntaxe, le par cœur qu'on apprenait à l'école, la poésie qu'on apprenait et qu'on disait à sa mère pour la fête des mères ou ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on fabriquait un certain type de cerveau. Votre cerveau, il est transitoire. C'est-à-dire que pour l'heure, il a été fabriqué comme il a été fabriqué. Et c'est un cerveau d'ancien, si je puis me permettre. Et qui me met donc en garde, d'une certaine manière, contre ce que pourrait me suggérer l'intelligence artificielle, ou contre même la tentation de lui déléguer, du coup, là, c'est le bon mot, mon autorité et mon raisonnement, mon entendement. Votre intelligence, surtout. C'est-à-dire que Neuralink, enfin Musk travaille, c'est une entreprise qui s'appelle Neuralink, au puçage du cerveau humain. Pourquoi faire ? Et c'est commencé d'ailleurs, il y a des cobayes. Bien sûr, et c'est toujours la théorie du cheval de Troie qui est utilisée pour nous expliquer que c'est une bonne chose. Et il est Jésus, Musk, il nous dit je vais faire marcher les paralytiques, je vais faire voir les aveugles et je vais faire parler les muets. Ce que faisait Jésus, et simplement en les puçant. Et il n'a pas tort. On peut aujourd'hui, en puçant des cerveaux, faire de telle sorte que des gens qui sont devenus aphasiques à cause d'un AVC puissent se mettre à parler parce que les impulsions électriques sont transformées en voix de synthèse et les pensées que vous avez vont donner une parole qui sera la vôtre puisque ce seront vos pensées mais avec une voix de synthèse. Et imaginez, alors tout le monde est pour ça, évidemment, vous dites mais moi j'ai ma femme, mon mari, mes enfants, je sais pas quoi, qui ont eu un AVC et qui sont aphasiques depuis 15 ans et d'un seul coup, une petite opération de rien du tout, l'équivalent d'une pièce de 2 € que vous glissez sous le cuir chevelu et voilà, c'est parti, ou peut-être dans le cerveau. Et c'est du coup miraculeux. C'est miraculeux. Et puis après,
On se dit, mais finalement, vous pouvez peut-être aussi donner d'autres informations que rendre la parole à celui qui l'aura perdu. Vous pouvez peut-être donner des informations à quelqu'un qui n'en disposerait pas. Par exemple, vous avez passé un certain temps à lire La recherche du temps perdu, et vous avez la possibilité de connaître La recherche du temps perdu sans l'avoir lu. Donc, pas de temps perdu. Pas de temps perdu. Si on accepte, évidemment, parce que c'est la logique de l'intelligence artificielle, que ça aurait été du temps perdu Bien que sûr. de consacrer des centaines d'heures Absolument. à Marcel Pas de temps Proust. perdu selon ces gens qui pensent qu'on perd du temps quand on lit des livres. Mais que si on a besoin d'une conversation en privé pour briller et parler des mérites d'Odette de Crécy et de Charlus, il vaut mieux l'avoir lu. Eux disent mais non, pas du tout. Il faut savoir en parler, donc allons-y. Ça suffira bien. Et vous faites ça pour tout. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui la possibilité d'avoir des lunettes connectées qui vous permettent, quand vous arrivez au Japon, sauf si vous parlez le japonais, mais vous commencez à parler dans votre langue et la personne qui vous écoute vous entend parler le japonais et elle va faire exactement la même chose, cette personne qui vous parlera en japonais et dans vos écouteurs, vous entendrez en français. Donc on n'aura plus besoin d'apprendre les langues, on n'aura plus besoin de traducteurs. Dès à présent, les traducteurs de littérature ont été supplantés par l'intelligence artificielle qui fait la traduction en un rien de temps. Oui, et assez bien. Alors, c'est pas, Hélas, oui. C'est pas parfait, mais c'est Hélas, plutôt oui, bien fait. oui. Et aujourd'hui, on s'est même fait à l'idée, parce qu'on ne révèle pas ici de scoop en disant qu'il est possible pour un éditeur de ne plus avoir à faire appel à un traducteur Bien sûr, patenté bien et sûr. souvent coûteux, un artisan. Mmh. On peut simplement donner ça à l'intelligence artificielle et à la rigueur, gommer les petites aspérités et faire en sorte que ça donne l'impression d'avoir été travaillé Vous par avez, un artisan. Bien sûr, vous avez ça même aujourd'hui sur certains articles que je peux lire, mais même pas des articles de journaux, mais des articles d'érudition ou dans des revues savantes, textes revus par intelligence artificielle. Vous avez la mention qui est mise, et on aimerait Comme savoir... si c'était un garant de qualité. Ben oui, et on aimerait savoir quel était le texte d'origine, ce qui a été changé, et pourquoi et comment, et ça, ce serait intéressant. Mais évidemment, ce ne sont pas des choses qu'on vous montrera. Vous savez, il y a des... Je ne vais pas donner de nom, mais je veux dire, il y a toujours d'ailleurs des fausses vedettes littéraires aujourd'hui qui n'existent que parce que l'éditeur réécrit la totalité de leur livre, quand il ne l'écrit pas complètement. Là, je ne parle pas pour le coup on ne dit plus des nègres, mais des assistants à l'écriture. Mais je connais des gens qui ont eu des prix littéraires dont les maisons d'édition réécrivaient les torchons qu'on leur donnait. Donc aujourd'hui, vous pouvez très bien dire à quelqu'un, donne-moi 4 ou 5 idées, et puis on va demander à la machine de faire... On en fera un prix. Raphaël Doran a fait un livre très, très bien, très intéressant, très intelligent. D'ailleurs, lui est très intelligent, mais il pose l'hypothèse que dans la Rome antique, on aurait inventé la machine à vapeur. Est-ce que ça aurait changé? Et le livre est totalement fait comme ça, avec une machine. Alors lui, il le dit, et il a l'honnêteté de le faire savoir. Mais il y a des gens qui, pendant un certain temps, laisseront croire que c'est leur intelligence naturelle qui a fonctionné. Puis à un moment donné, où il n'y aura plus de livres, parce que de toute façon, vous pourrez vous-même fabriquer vos propres ouvrages. J'ai employé le mot artisanat qui nous renvoie justement à l'idée peut-être du coût humain, d'une attention, Oui. d'un savoir-faire. Est-ce qu'un jour, il sera valorisé d'avoir mis à profit l'intelligence naturelle? Comme s'il y avait une valeur ajoutée Oui. à ce que serait de l'intelligence naturelle. Il faudrait pour ça que des gens disposent d'une intelligence naturelle qui leur permettrait de mesurer ce que l'on doit à l'intelligence naturelle et ce que l'on doit à l'intelligence artificielle. Mais ça disparaît de plus en plus. C'est pour ça que nous n'avons pas le même âge, mais je veux dire que prenez une génération entre vous et les jeunes. Quand j'appelle jeunes, je dis les gens qui ont 20 ans, un peu moins, enfin disons les 15-20 ans, quoi. Pour eux, la possibilité de faire la part des choses n'est plus possible. C'est plus possible. Il y a un risque d'atrophie de l'intelligence? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais l'intelligence, si vous ne vous en servez pas, d'abord, si vous ne la permettez pas, elle n'a pas lieu. Et aujourd'hui, on ne la permet pas. L'école ne permet pas l'émergence de l'intelligence. L'école, elle est un instrument d'idéologie. Et les enfants savent qu'il faut trier les poubelles, qu'il faut faire attention à la planète, qu'il faut faire attention à sa trace carbone, qu'il faut accueillir tous les étrangers du monde entier chez soi, etc. Ils apprennent tout ça, mais pas forcément aller... J'aime beaucoup le réquisitoire que vous faites de l'école et qui correspond d'ailleurs à... Non, mais j'ai des petits-enfants. Je parle d'expérience. Mais... Je parle d'expérience, hélas. J'aimerais me tromper.
Mais je vous dis simplement que quand vous voyez l'écriture, le graphisme, je veux dire, le graphisme d'enfants qui apprennent à écrire et à qui les instituteurs disent c'est bien, tu sais écrire maintenant. Je dis mais vous riez, vous plaisantez. Alors, regardez pas mes notes Non, parce non, que non, mais moi, après vous avez le droit d'écrire. Moi, on me disait qu'à l'école j'écrivais comme un cochon et que quand je serais grand, je pourrais écrire comme un cochon. Et maintenant, ça fait très longtemps que j'écris comme un cochon. Mais parce que vous êtes grand. Non, mais parce que à l'époque, on m'a dit il y a les pleins, les déliés, enfin un tas de choses qu'on nous apprenait. Et puis voilà, aujourd'hui, on n'apprend plus. Mais c'est surtout des fois la télévision. Vous savez, les marronniers, quand il y a la rentrée scolaire, vous avez toujours des mêmes images qui viennent et vous avez des gros plans sur sur des jeunes garçons, des jeunes filles qui écrivent et vous avez des gros plans sur leurs mains. Mais ils tiennent leur stylo d'une manière sauvage. Mais on leur a pas appris à tenir entre l'index, le majeur, le pouce. Enfin, je veux dire, il y a une façon dont on apprenait à tenir le stylo. On apprenait à le pencher d'une certaine manière. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de, comment dirais-je, faire la démonstration que nous sommes des vieux qui sommes plus dans le coup? C'est-à-dire que j'ai la certitude qu'il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans, on faisait à l'époque le même procès, c'est-à-dire que les personnes plus âgées faisaient... Non? Non, parce que je pense que moi, j'ai appris à écrire à la méthode ancienne. C'était le cas de mon père et c'était le cas au-delà de la méthode de son d'écriture, père, le etc. regard qu'on porte sur l'éducation d'aujourd'hui. Alors, je vous dis tout de suite, la conclusion, c'est que je pense comme vous, que l'école n'apprend pas à réfléchir. Alors, peut-être que l'étape suivante, c'est que non seulement elle n'apprend pas à réfléchir, mais qu'il y a une idéologie qui est enseignée, ce qui est parfaitement délétère pour moi. Mais déjà, si on n'apprend pas à réfléchir, c'est problématique. Donc, je suis déjà là où vous êtes. Mais est-ce qu'on n'est pas aussi, dans notre angle mort, en train de juger le présent avec des yeux non pas de vieillards, mais de personnes qui ne sont peut-être, pour les jeunes qui nous écoutent, dans le coup? Alors peut-être, mais je vais donner des faits, je vais donner des choses objectives. J'ai acheté sur un marché les cahiers d'une institutrice décédée depuis très longtemps. Les enfants avaient dû vider un grenier et il y avait tous les cahiers de texte des profs, enfin ce que le prof faisait dans la journée, tel jour, telle date, leçon de ceci, leçon de cela, etc. Et l'institutrice avait dessiné les leçons. Donc elle dessinait, par exemple, quand il y avait des sciences naturelles, une fleur. Et puis elle dessinait parfois des expériences de physique. Et puis elle dessinait parfois, etc., etc. Et puis, j'ai retrouvé un jour, mon père a quitté l'école à 13 ans, il était ouvrier agricole, j'ai retrouvé un jour le livre de lecture de mon père, c'est-à-dire le livre dans lequel il a appris à lire, justement. Et il n'y avait pas de littérature dite de jeunesse pour apprendre à lire. L'anthologie est faite avec un ensemble de textes on y trouve Racine, on y trouve Colette, on y trouve Homère, on y trouve Lamartine, on y trouve Hugo. Donc il y a une exigence. Mais il y a une exigence, c'est-à-dire que on s'adresse à des enfants de 10 ans en pensant qu'on va pouvoir leur faire lire un extrait d'Homère, un extrait de Victor Hugo, qu'on va pouvoir leur faire apprendre une poésie de Lamartine. Je suis désolé, aujourd'hui dans une école, vous regardez les manuels et vous n'avez pas ça. Ce que vous me dites, c'est qu'on infantilise. Oui, bien sûr qu'on infantilise. Mais bien sûr, on infantilise les adultes et puis parfois on adultise, si vous me permettez le néologisme, les enfants, par exemple, sur le terrain de la sexualité. Oui, on leur demande de saisir d'enjeux qui ne devraient pas être les siens. Par exemple, on a des gens qui arrivent et qui s'en viennent nous dire ça aussi, c'est de l'expérience, c'est pas du truc de vieux con. C'est dans une école, vous arrivez et vous dites voilà, nous on est une association LGBT, d'abord on le dit pas comme ça, mais on dit aux enfants, allez maintenant les garçons vous allez vous mettre à droite et les filles vous allez mettre à gauche. Ça c'est une expérience, hein, c'est pas, là pour le coup, c'est une expérience qui m'a été rapportée et donc c'est éminemment concret. Et quand les garçons se sont mis à 100% à gauche et les petites filles à 100% à droite, ou l'inverse, enfin peu importe, je voudrais pas qu'on imagine que... J'ai compris. On commence à dire, mais il n'y a pas des petites filles qui aimeraient être dans le camp des petits garçons, les petits garçons du côté des petites filles, parce qu'après tout, les garçons, qu'est-ce qui vous permet de dire que vous êtes des garçons? En êtes-vous vraiment convaincu? Qu'est-ce qui permet de vous dire que vous êtes une fille, etc. Alors maintenant, on recommence. Ceux qui se sentent garçons à droite, ceux qui se sentent filles à gauche, etc. Et paf, il y a des transfuges. Et hop, c'est parti. Et on commence à dire, vous voyez, etc. Maintenant, peut-être que les autres, vous n'osiez pas tout à l'heure, maintenant que d'autres ont osé, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des petits garçons qui voudraient être des filles? Et c'est-à-dire que, je vais faire un jeu de mots avec le titre de Judith Butler, mais on sème le trouble dans le genre. Elle a écrit un livre qui s'appelle Trouble dans le genre, mais on sème le trouble dans le genre alors que l'école doit constituer.
que vous ayez des difficultés identitaires quand vous êtes à l'école, parce que évidemment des identités sexuelles, des identités physiques, qui existent. Mais bien sûr, quand on se constitue, on a tous été adolescentes ou adolescents, et on a tous des moments comme ça d'incertitude, d'imprécision. Il faut qu'on soit aidé aussi. On a envie de se suicider, on se fait des scarifications, on a des conduites addictives, on boit de l'alcool, mais de l'alcool pour être ivre-mort dans les 3 minutes. On inhale des gaz hilarants et ce genre de choses. On grimpe sur des toits de trains de banlieue et puis on baisse la tête pour rentrer dans un tunnel, etc. C'est-à-dire qu'on roule sur des roues arrière de moto, on prend des risques de se faire écraser, de se faire tuer, on n'a pas de casque, etc. Parce que c'est l'ordinaire de cette période de la vie où, évidemment, on doute beaucoup de choses. Oui, on doit être aidé à devenir ce qu'on doit. Mais est-ce que être aidé, alors évidemment, je ne sais pas de marteler ici le discours de la rectitude politique et de vous ramener à l'ordre, mais est-ce qu'on se doit à l'école de ramener à ce que serait l'ordre des choses de jeunes garçons ou de jeunes filles qui ont des questions identitaires, qui à terme peut-être sont fondées. Donc, parce que je ne doute pas que ça puisse arriver. L'école, c'est un endroit où on apprend à lire, à écrire, à compter, à penser, pas à trier les poubelles. Ça, c'est les parents qui peuvent le faire. C'est les parents qui peuvent... Là, vous parlez de recyclage. Oui, de recycler les poubelles, oui, des poubelles, les vraies poubelles. Non, mais je voulais être bien certain qu'on n'était pas en train de parler... Je ne suis pas dans la métaphore, non. Les poubelles vertes, les poubelles jaunes, les poubelles grises ou noires ou marron, je ne sais quoi. Et donc, moi, je demande à l'école qu'elle fabrique des citoyens. Pas des citoyens éco-responsables, mais des individus capables de penser et de réfléchir. Alors, vous avez ajouté éco-responsable. Moi, un citoyen, c'est quelqu'un qui est capable de penser pour lui et qui, donc, dans la cité, pourra décider de ce qui est bon pour lui. Oui, non, c'est mais pas de savoir s'il est capable de trier la poubelle, c'est qu'il aura une capacité de raisonnement et un sens critique qui fera que, justement, le jour venu, il n'acceptera pas toutes les couleuvres qu'on lui imposera. Oui, mais pour moi, c'est l'idéal, ça. C'est justement l'intelligence naturelle et pas l'intelligence artificielle. C'est justement la réflexion qu'on aura construite avec l'enfant, parce qu'on aura un instituteur qui aura permis à l'enfant de décoder les subtilités de la langue française. Si vous apprenez « je chanterai avec AI et je chanterai avec Annès », et ben vous dites le futur n'est pas le conditionnel, le futur c'est ce qui adviendra, le conditionnel c'est soumis à une condition. Si vous dites « oh bon ça va, c'est pareil, Annès, pas d'Es, on a bien compris », ben vous dites « non, on a supprimé une subtilité ». Donc il y a plein de subtilités qui disparaissent dans la langue française quand on estime que finalement on est nuphar avec AF, pourquoi pas, la langue évolue, mais elle évolue pas avec des décrets, elle évolue avec l'usage. Vous êtes étymologiquement réactionnaire, c'est-à-dire que vous, et je le dis avec le sourire s'il vous plaît, c'est pas une insulte, vous voulez restaurer un ordre ancien, c'est-à-dire par exemple écrire correctement, retourner à ce que faisait l'école. Si vous voulez, c'est-à-dire par exemple, j'estime qu'un conservateur, j'aime beaucoup le mot, dans un musée, son boulot c'est pas de foutre le feu à la peinture, en disant tout ça c'est dépassé, on fait plus de peinture comme ça maintenant, à quoi bon, David, Rembrandt, Rubens, Velasquez, mettez-moi le feu. Le Louvre consacre une très belle rétrospective à David, donc... Oui, ils ouvrent les fenêtres aussi pour qu'on puisse voler les joyaux de la couronne. Mais enfin, c'est une plaisanterie quand je dis laisse les portes ouvertes, mais il y a un moment donné où vous êtes bien obligé de dire que vous conservez un certain nombre de choses. Moi, j'aime bien, par exemple, que quand un médecin me soigne, il soit compétent et qu'il soit compétent comme étaient compétents des médecins jadis qui l'étaient et qui ne le sont pas aujourd'hui. Moi, j'ai fait un AVC, 5 toubibs sont passés à côté de l'AVC. Voilà. Et 5, dont un qui avait un CV long comme le bras, hôpitaux de ceci, hôpitaux de cela, expert auprès des tribunaux, etc. Il n'a pas vu. Il m'a dit que j'avais un problème de vitré dans les yeux. Et il m'a même pris un rendez-vous dans une clinique ophtalmique et je faisais un AVC. Et donc oui, je suis un réactionnaire dans la mesure où j'aimerais avoir des médecins comme ceux que j'ai connus, un vieux médecin que j'aimais beaucoup, avec lequel il organisait, c'est pas moi, mais je l'accompagnais, mais on organisait des concerts de musique classique dans ma ville de sous-préfecture, et qui était mélomane, qui a été cultivé, lecteur, etc. Et qui un matin, à 6h, est venu me voir et j'étais pas bien et il m'a diagnostiqué un infarctus. J'avais 28 ans et lui, il a diagnostiqué un infarctus. Il y a plein de gens qui seraient passés à côté. J'avais mangé des champignons la veille et il m'aurait dit « vous faites une indigestion », puis 3 heures après, j'étais mort. Donc, à l'époque, quand on avait des médecins capables de faire des diagnostics et qu'ils ne se trompaient pas, eh bien, c'était quand même beaucoup mieux que des toubibs aujourd'hui qui disent « oui, mais bon, oui, je suis passé à côté, mais en fait, m'avez pas donné les bonnes informations. Oui, bien sûr, c'est de ma faute si je vous ai pas dit que j'avais un AVC, mais je venais vous voir pour savoir si c'était ça ou autre chose. » Mais c'est peut-être là que l'intelligence artificielle sera la solution qu'on n'attend pas, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle peut-être sera mieux diagnostiquée que les médecins compétents que vous... Ça, je le pense. Ils sont devenus tellement mauvais qu'à un moment donné où on sera bien obligé de dire que la machine fera beaucoup mieux que les humains parce que nous avons détruit des humains. Et je vois bien, j'ai aussi des amis
qui sont en âge d'avoir des enfants qui font médecine et je vois très bien ce qu'on leur demande. On les ennuie avec des choses totalement inutiles. Mais on apprend en médecine des choses qui ne serviront jamais dans un cabinet. Et en revanche, on ne leur apprendra pas des choses qu'il faudrait apprendre. J'ai perdu ma compagne jadis d'un cancer. J'en ai vu des cancérologues à qui on aurait pu apprendre autre chose que ce qu'on leur avait appris. Notamment le rapport au corps de l'autre, le rapport à l'annonce du diagnostic, le rapport, etc., etc. Pas rentrer, c'est pas le sujet. Mais je veux dire que réactionnaire, s'il s'agit de restaurer un ordre ancien qui était bon, la réponse est oui. Mais si c'est réactionnaire pour restaurer un ordre ancien en disant c'est bon parce que c'était un ordre ancien, non. Je veux restaurer l'époque où la compétence avait un sens. Et c'est à peu près tout. C'est-à-dire quand je prends un avion... Mais c'est beaucoup. Oui, mais il y a plein d'endroits où vous pouvez ne pas être compétent. Ça pose aucun problème. Moi, si je rentre dans un avion et que le pilote dit bah voilà, moi je sais piloter des ULM, mais au nom de l'égalité, on me donne aujourd'hui un Airbus à piloter, j'espère que vous passerez à bon vol. Ça vous est arrivé récemment, quelqu'un qui vous a dit ça? Non, je plaisante, mais juste en disant que personne n'accepte qu'un pilote soit incompétent. Personne n'accepte qu'un chirurgien soit incompétent. Mais il y a plein de métiers dont on accepte que les gens soient des incompétents. Il y a plein de métiers, je ne vais pas me mettre les métiers à dos, mais il y a des endroits, notamment les métiers du livre, de l'intelligence, de la culture, les métiers de l'enseignement. On a aujourd'hui des profs de fac illettrés. On a aujourd'hui des libraires qui sont des porteurs de fanions, mais pas des amateurs de livres. On a, il y a plein de gens aujourd'hui qui ne font pas le métier qu'ils devraient faire, mais qui font de la politique politicienne ou de l'idéologie. Alors, la question tout à l'heure, au départ, c'était est-ce qu'il y a un risque réel, péril dans la demeure, et la demeure étant ce qui se loge entre nos deux oreilles, que sur un horizon plus court que long d'ailleurs, on perd des aptitudes et qu'on ait délégué alors vous disiez notre intelligence, mais notre capacité de discrimination à la machine, parce que c'est... alors, je vous parlerai en québécois, trop de trouble que de raisonner. Oui, alors moi, quelque chose qui m'étonne, c'est l'espèce de surévaluation du corps. Alors aujourd'hui, on vous dit qu'il faut faire du footing, qu'il faut faire tant de pas par jour, qu'il faut faire du vélo sans roue, du cyclorameur sans eau, qu'il faut marcher, qu'il faut ouvrir ses fenêtres, respirer de l'air pur, qu'il faut pas manger trop de sucre, qu'il faut pas boire d'alcool, qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, qu'il faut, etc., etc. On dit bon, et pour quelle raison ? Parce qu'il faut que le corps soit performant. Bon, d'accord, très bien. Et sur le cerveau ? Qu'est-ce que vous nous proposez ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Quelles sont les choses à éviter ? Quelles sont les choses à faire ? Quel est le sport pour le cerveau ? Quelle est l'hygiène ? Quelle est la diététique du cerveau ? Alors là, plus rien. Il n'y a plus rien. Faites ce que vous voulez avec votre cerveau. Regardez des bêtises, allez voir des sottises au cinéma, sur les séries télévisées. Moi, je vais parfois au cinéma, mais quand je vois les bandes annonces d'un certain nombre de films, je me dis, mais ils ont trouvé de l'argent pour fabriquer ce genre de sottises, de bêtises, de navets. Et qu'est-ce qui se passe quand on va voir ce genre de film ? Donc, je n'aurai pas de film ou de titre, ou de je sais pas quoi, mais je vois bien qu'il y a des entreprises qui sont prétendument culturelles, qui sont des entreprises faites pour vider ce qu'il y avait encore un peu dans le cerveau, du moins le mécanisme. Donc le par cœur, c'était peut-être pas très malin de dire on va apprendre du par cœur, à quoi bon ? Simplement, on fabriquait un cerveau performant. Et souvenez-vous de Steiner qui avait écrit les Antigones, qui était capable de vous parler 6 ou 7 langues, ou par exemple Kant qui connaissait par cœur l'Énéide de Virgile. Mais à quoi bon ? Ça sert à rien de savoir ça par cœur. Puis maintenant, tu dis à quoi bon savoir ça par cœur puisque j'ai ça sur mon iPhone. Mais simplement, le cerveau était autrement, j'allais dire cortiqué, mais il était performant. Et vous disposiez à l'époque d'une Ferrari. Aujourd'hui, vous disposez d'une caisse à savon. Donc évidemment, si vous êtes aux 24 heures du Mans et qu'il y a une Ferrari, une caisse à savon avec voiture à roulettes et que vous donnez le top départ, il y en a un qui va arriver premier, ça c'est sûr. Mais est-il possible que sciemment, certains n'aient pas renoncé à avoir justement une Ferrari entre les oreilles, donc à entretenir la mécanique, à se soucier de ce que le cerveau fonctionne toujours et de donner en pâture les autres cerveaux en disant ça pourrait être des caisses à savon qui auront délégué leur capacité de réflexion à la machine, mais nous qui savons, alors, évidemment, si on nous écoute, on dira ça y est, il y a un complot. Non, je ne parle pas de complot, je parle de ce que il y a probablement des gens qui n'ont pas renoncé, eux, à ce que la machine devait être entretenue, sachant que si pour le grand nombre, ce n'était pas le cas, tant pis, tant mieux en même temps, tant mieux. Écoutez, moi aussi, là, je m'appuie sur des expériences vécues et je connais des vieux instituteurs, quand je dis des gens qui peuvent être octogénaires ou nagénaires, et qui ont enseigné les méthodes pédagogiques nouvelles. Ils n'avaient pas l'impression, quand enseignant l'écriture globale, par exemple, ils détruisaient
le cerveau des enfants. Et ils sont toujours dans des discours qui m'expliquent que la méthode syllabique, elle n'est pas bonne, que la méthode, etc., etc. Et je pense qu'au nom des prétendues sciences de l'éducation, pensez bien les hussards noirs de la République, ils parlaient pas de sciences de l'éducation. Ils vous apprenaient à lire, à écrire, et quand vous aviez fait une année de CP, c'était réglé. Vous saviez lire, écrire, compter, penser, etc. Et aujourd'hui, ces gens, ils se prennent pour des universitaires de la pédagogie, des docteurs en sciences de l'éducation. Simplement, quand vous avez un docteur en sciences de l'éducation, ça vous permet pas, quand vous rentrez dans une classe, d'obtenir le calme, le silence et le travail et l'apprentissage. Et vous avez aujourd'hui des gens qui disent « mais moi, j'ai pas envie d'être prof. Je le suis parce que il faut bien que je travaille, mais j'ai un doctorat d'anthropologie. J'ai travaillé sur le nouage de la sandale chez les Indiens Nambiquara. J'ai fait une thèse d'anthropologie et je voudrais un métier en rapport avec mes connaissances. » Oui, comme s'il y avait, alors vous excuserez la formule, mais un marché pour ça. La réponse est non. Et ben voilà, et on laisse faire pourtant ces gens, et qui font parfois de très, très jolies thèses sur le nouage des sandales, et qui disent j'ai fait un bac plus 8, et vous me proposez quoi comme boulot? Et on dit là, sur les Nambiquara, pas grand-chose, mais en revanche, vous pourriez être instituteur. Vous avez une capacité infinie d'ironie. Michel... Je ne crois pas. Non. Alors c'est facétieux. Quand on a amorcé, je me disais, j'allais ailleurs parce que je voulais revenir sur un peu votre actualité littéraire. Cette déambulation dans les ruines, c'était, je pense, en septembre ou en octobre. Un autre projet ambitieux qui me faisait penser à celui que vous avez amorcé à peu près au moment où on s'est rencontrés, cette contre-histoire de la philosophie. 2002. Donc cette fois-ci, on est dans l'histoire philosophique de l'Occident. J'allais dire en quoi ce projet est différent de la contre-histoire, mais en même temps, ce qui m'intéressait, c'est les deux vitesses qui sont les vôtres. C'est-à-dire qu'il y a la vitesse lente, qui est celle de la tectonique des civilisations ou de la nôtre de civilisation qui vous intéresse, histoire philosophique de l'Occident. Et puis il y a les montagnes russes de l'actualité qui vous intéressent aussi. Vous réfléchissez plus que jamais à ce qui se passe, au tourbillon du monde dans lequel on est. Alors, commençons par la première question. Beaucoup de choses dans cette proposition. En quoi le projet de cette nouvelle histoire de l'Occident via la philosophie est différent de la contre-histoire de la philosophie? Alors, en 2002, quand Le Pen, qui était un vrai homme d'extrême droite et qui était un vrai néofasciste, je pense qu'on peut utiliser ce mot-là. Moi, j'ai lu les 2 tomes de ses mémoires. Il y a une célébration en permanence de Vichy, de Pétain, du maréchalisme, une détestation du général de Gaulle, des propos antisémites, des propos homophobes. Enfin bon, ça ne fait aucun doute. Et j'ai créé l'Université populaire en 2002 pour lutter contre les idées de Jean-Marie Le Pen. C'était la pierre angulaire sur laquelle vous construisez cette université. Parce qu'au départ, on nous dit maintenant, vous avez tous voté Chirac et puis c'est formidable. Je dis non, vous m'excusez, mais c'est vous qui avez rendu possible Le Pen, c'est vous qui avez rendu possible ce vote pour Chirac au second tour. Maintenant, faites comme vous voulez, mais c'est Maastricht, c'est la pauvreté, c'est l'humiliation du peuple français, etc. Ma réponse, elle est là. Et c'était déjà une lutte contre l'antisémitisme qui m'intéressait. Ces histoires de détails de l'histoire, ces histoires de Durafour crématoire, ces histoires de l'occupation allemande n'a pas été si terrible que ça qu'on trouvait chez Jean-Marie Le Pen, ça ne faisait pas mystère d'un antisémitisme véritable, mais cet antisémitisme qui vous occupe souvent, je vous entends depuis un certain temps en parler. Qu'est-ce qu'il dit? Alors vous me direz déjà, il dit ce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'il dit plus profondément? Qu'est-ce que... parce que le racisme, il est pratiqué assez globalement, mais en quoi l'antisémitisme serait, dans le registre du racisme, un degré supérieur ou différent? Et aussi, qu'est-ce qu'il dit de tous les autres compromis qu'on est prêt à faire? L'antisémitisme, c'est le renoncement à penser. Vous renoncez à penser quand vous avez estimé que les Juifs sont partout, les Juifs aiment l'argent, les Juifs pilotent tout en cachette, qu'ils sont dans la logique des complots, que c'est à eux qu'on doit la guerre. Que j'ai relu récemment, je dis relu parce que j'avais vraiment lu, les pamphlets de Céline, Bagatelle pour un massacre, les Baudrats, l'école des cadavres, et pour un livre que j'ai fait qui s'appelle L'autre collaboration, et je voulais montrer ce qu'était, enfin peu importe, mais j'ai relu Céline, et je me suis dit, il y a chez Céline cette idée que vous avez un problème. La solution, c'est l'antisémitisme. Il y a un problème de misère, de chômage, de pauvreté, de baisse du niveau intellectuel, de je ne sais pas quoi. C'est les Juifs, tout le temps, partout, en permanence. Et donc, le racisme, c'est de dire éventuellement, jadis, c'était de dire il y a des races supérieures, des races inférieures, etc. C'est pas exactement la même chose, mais si les deux sont évidemment condamnables. Ceci dit,
L'antisémitisme de l'époque de Le Pen n'est pas le même antisémitisme qu'aujourd'hui. Du tout. Et je voulais revenir à votre question pour y répondre. Et j'ai souhaité refaire une université populaire, puisqu'elle a été détruite par le maire de Caen. J'avais 1200 personnes à chacun de mes cours, c'est pas compliqué. Il dit, j'ai plus d'amphi pour vous, il n'y a plus d'université populaire. Donc ça a été détruit comme ça. Et moi, j'ai pas fait mon deuil de la transmission. J'aime ça, transmettre, donner, non pas travailler pour moi en disant je thésaurise, j'ai fait des livres et puis c'est mon seul plaisir. Non, j'ai envie de transmettre. J'ai pris de l'essence il y a quelques jours. Il y avait un monsieur qui était en train de payer son truc. Il a dit, moi, j'étais tailleur de pierre, j'écoutais vos cours qui étaient diffusés à l'époque à France Culture, l'Université populaire. Pour moi, c'était formidable. Je suis le plus heureux des hommes quand j'ai pu toucher des gens. On s'est ce midi fait offrir un verre de champagne. Oui. Par quelqu'un qui était à une table qu'on n'avait même pas vue, qui, en fait, vous offrait le champagne. Nous offrait. Oui, mais c'était vous qui étiez visé. Sur ce prétexte précis. En vous écoutant, disait-il, je me sens moins con ou moins bête, probablement. Donc, comme votre tailleur de pierre. Oui, cette idée que... Oui. Et donc, j'ai voulu recommencer ça dans mon village natal, 500 habitants, où il y a d'ailleurs des Lessards qui ont quitté le coin pour partir au Canada, au Québec, à l'époque, au 17e. Et donc, et je voulais faire un restaurant avec un ami restaurateur, ouvrir une librairie d'accès gratuit, une bibliothèque, avec un ami qui vend des livres anciens dans ce village, et puis redynamiser l'ensemble du village. Et une fois encore, on m'a empêché de réaliser ce projet avec le maire de la communauté de communes qui m'a refusé le permis de construire, et puis un autre obscur rédacteur de papier, là, administratif, qui m'a refait lui aussi le même refus avec pour le coup, une espèce de communauté d'arrondissement. Je ne sais pas, mais enfin, toujours est-il que ça m'a été interdit. Donc, cette université populaire n'aura pas lieu, mais j'avais commencé à rédiger un cours. Et le premier cours, celui du contre-Le Pen, si vous voulez, c'était la contre-histoire de la philosophie. Je ne voulais pas enseigner la philosophie qui est très bien enseignée à la fac, je ne voulais pas enseigner Platon, Descartes et Kant, mais une contre-histoire, c'est-à-dire pourquoi est-ce que, par exemple, Démocrite, qui est une espèce de vedette philosophique incroyable, contemporain de Platon, n'est jamais cité... Aujourd'hui, dans l'œuvre complète de Platon. Et Démocrite aujourd'hui. Assez peu, bien sûr, vous avez raison. Pourquoi est-ce qu'on dit, voilà, il y a un volume de Pléiade de 2500 pages de pré-socratique, dont justement Démocrite qui, lui, survit 40 ans à celui qu'il est censé précéder. Donc je voulais me poser des questions que l'université ne se pose pas. Et puis, célébrer une trentaine de philosophes dont il est assez peu question, je ne sais pas, Siméon le Stylite, Marcion, ou les frères et sœurs du libre-esprit, Moyen-Âge, etc. Et donc j'ai fait ce premier chantier. Le second chantier, je voulais le faire pour Chambois, pour mon village natal, et je ne voulais pas reprendre mon cours. Ça ne servait à rien de faire ce qui avait déjà été fait. Puis moi-même, j'ai plaisir à découvrir, à apprendre, à lire, à découvrir des choses évidemment que j'ignore. Pas tout lu, et c'est un vrai bonheur d'avoir encore à lire et à découvrir. Donc, entretenir la machine. Oui. Et là, je me suis dit, l'antisémitisme, il a changé de camp. Et il est chez M. Mélenchon, il est chez ceux qui sont associés à M. Mélenchon, c'est-à-dire aux socialistes, une grande partie des socialistes, il est chez les communistes, il est évidemment à l'extrême gauche, il est aussi dans une partie des maastrichtiens, les juppéistes, les Xavier Bertrand, enfin pour nos amis auditeurs qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément le paysage politique français des gens de seconde zone, je dirais, même si certains ont été premiers ministres ou ministres, mais qui sont toujours dans cette logique du plutôt ces gens-là que le Rassemblement national, pour lequel je ne roule pas. Je sais pas, j'ai aucun intérêt au Rassemblement national. Moi, je suis gaulliste, moi, gaulliste et proudhonien, si vous voulez. Mais je pourrais expliquer, si on fait cette émission sur le général, sur Proudhon, pourquoi le général Proudhon. Non, mais vous savez que la participation du général de Gaulle, par exemple, la décentralisation, ce sont des idées proudhoniennes. Et que l'association Capital-Travail, c'est proudhonien. Enfin bon, ça, c'est une parenthèse fermée. Prochain rendez-vous. Oui. Et donc, quand j'ai souhaité un grand chantier, je me suis dit, on a aujourd'hui des gens qui nous disent le judéo-christianisme n'existe pas, l'Occident n'existe pas, il n'y a pas de racine chrétienne à la France. Moi, je ne pense pas que la France démarre avec la République. Je ne pense pas non plus qu'elle démarre avec Clovis, à tout vous avouer. C'est-à-dire que la France, elle fait aussi avec les hommes préhistoriques, et puis elle fait aussi avec les Celtes, et puis elle fait aussi avec les Gaulois, et puis elle fait aussi avec les Gallo-Romains, et puis on arrive à un moment donné où on a Clovis, mais il y a déjà une histoire de France avant.
Donc je ne suis pas de ces catholiques qui pensent que la bonne date c'est Clovis, ou de cette gauche radicale et antisémite qui pense que c'est la République. J'ouvre une parenthèse d'ailleurs pour dire à M. Mélenchon que si la France commence en 1792, ça veut dire que ce qui se passe en 1789, en 1790, en 1791, ça ne se passe pas en France, puisque la France n'existe pas. Donc la Révolution française, elle ne se fait pas sous les couleurs de la République. L'abolition des privilèges, ça n'est pas non plus la République. C'est pas encore la République. Et que si vous voulez vraiment faire commencer la République, alors il y a quand même un grand trou. 1789, prise de la Bastille, 90, 91 et 92. Et c'est quoi ces 3 années? Le statut, je dirais épistémologique ou historique de ces 3 années qui sont hors République puisqu'on est encore en monarchie. Donc ça ne tient pas la route. Et je voulais montrer qu'il y avait un judéo-christianisme, parce qu'il y a même des bouquins aujourd'hui qui paraissent pour nous dire que ça n'existe pas. Il y a encore un papier dans le Figaro il y a quelques jours, dans le Figaro, hein, pour nous expliquer que le judéo-christianisme n'existe pas, que c'est une invention des Occidentaux, que c'est pour mettre de côté les Juifs et puis les musulmans. D'ailleurs, ces gens-là qui sont la plupart du temps antisémites quand il s'agit de Gaza, vont chercher les Juifs en disant qu'on les a maltraités, et quand il s'agit de cracher sur l'Occident, alors là, d'un seul coup, ces gens-là deviennent des philosémites. Et je me suis dit, je vais écrire une histoire philosophique de l'Occident. Donc comment cet Occident s'est constitué? Pourquoi aujourd'hui, quand vous et moi, nous avons, puisque vous en avez fait, ils y avaient fait allusion, pourquoi est-ce qu'on a bu, par exemple, aujourd'hui, du champagne ce midi? L'alcool, ça n'arrive pas par hasard. Et puis après tout, quoi. Après, 2 points, tout. C'est-à-dire les images, le vêtement, le costume, la sexualité, je sais pas quoi, le mensonge, le plaisir, la nourriture, la gastronomie, les images. Pourquoi y a-t-il de la télévision? Pourquoi y a-t-il du cinéma? Pourquoi y a-t-il de la peinture? Parce qu'il y a eu un concile de Hiéra qui a décidé que notre civilisation serait iconophile, c'est-à-dire qu'elle aimerait les images, pendant que d'autres étaient iconoclastes, c'est-à-dire les juifs par exemple et les musulmans, ce qui n'est pas le même type de civilisation, etc. etc. Et je voulais le faire en opposant au moins 2 façons, en procédant par dyade, je dirais, par couple, en opposant 2 façons de faire ou d'être. Et par exemple, là, je suis en train de travailler sur la question du diable. Là, je parle plus du livre passé, mais du livre sur lequel je suis, c'est-à-dire en gros naissance du Christ, qui n'a pour moi pas existé historiquement, mais enfin, d'où le judéo-christianisme. C'est-à-dire que les Juifs disent un Messie viendra, les chrétiens disent pas la peine de l'attendre, il est venu, il s'appelle Jésus. Donc le trait d'union est intéressant, d'où le judéo-christianisme. Je voudrais montrer qu'il existe véritablement, notamment par exemple sur la question du diable. C'est la question que je suis en train de traiter avec, par exemple, Athanase d'Alexandrie, qui écrit une vie de Saint Antoine, et qui nous raconte comment dans le désert, le diable se manifeste. Alors c'est assez drôle. Des bestioles, des hyènes, des loups, des rats, des chiens, des cris, des hurlements, des apparitions, etc., etc. Et puis de l'autre côté, Origène, qui dans un traité des principes s'en vient nous expliquer que pas du tout, que c'est de l'exégèse qui est nécessaire, qu'il faut faire de l'herméneutique, c'est-à-dire de l'analyse du texte, et de se dire que derrière tout ça, il y a autre chose. Et que c'est la puissance du mal, ça n'est jamais que la puissance de la négation de Dieu. On est quand même dans un autre registre que dans le registre de l'animal au pied fourchu, avec une queue de serpent, et puis etc., etc. Et je dis, regardez, dans l'histoire, sur cette question du diable, on a choisi la logique de l'incarnation plutôt que la logique du principe philosophique, etc., etc. C'est-à-dire que je vais prendre une trentaine peut-être de couples dans lesquels j'opposerai... Dyade. Oui, voilà. Des couples complémentaires. C'est ça, complémentaires et contradictoires. Et en disant, il y a un moment donné où l'empereur Constantin tranche, en disant le bien c'est ça, le mal c'est ça, le vrai c'est ça, le faux c'est ça. Et on dira plutôt... et on est la somme de ses choix. On est la somme de tout ça. Et quand on croit choisir aujourd'hui, et peut-être même quand vous avez, même chez Freud, sur la question de la psychose, de la névrose, on a quelque chose du diabolique qui a été pensé au IIIe ou au IVe siècle de notre époque. C'est-à-dire, je vais essayer de montrer le lien entre tout ça pour montrer qu'il y a une civilisation gréco-romaine, puis une civilisation judéo-chrétienne, puis aujourd'hui une civilisation de destruction de tout ça, et de disparition et de nihilisme. Et donc, je fermerai la parenthèse avec, je sais pas, 4 ou 5 volumes, 5 ou 6, je ne veux pas faire peur à mon éditeur, mais en disant, voilà l'époque de nihilisme dans laquelle nous nous trouvons. Amorcé quand, cette époque nihiliste ? Alors, écoutez, j'ai écrit un livre qui s'appelle Décadence, dans laquelle je pose une date très précise, qui est le XIIe siècle. Vous voyez, moi, je suis pas un de ceux qui vont chercher l'arrivée. C'est pas un déclinisme de la semaine dernière. C'est pas Mitterrand, c'est pas mai 68, c'est pas la Révolution française. Je pense que, par exemple, quand au XIIe siècle, vous commencez à avoir besoin de prouver Dieu, c'est que Dieu n'est plus présent.
Et donc la scolastique est là pour dire, bon, oui, mais Dieu, alors comment est-il, etc. Quand vous avez une présence de Dieu qui est évidente, vous avez la foi qui est là, vous dites que Dieu existe et on vous croit, c'est pas du tout la même chose que quand vous êtes obligé d'écrire la somme théologique, ou quand vous êtes obligé d'utiliser la scolastique pour expliquer que la substance, les attributs, les accidents vont expliquer que, par exemple, vous pouvez avoir une hostie, mais que cette hostie, c'est vraiment le corps du Christ et que c'est sa chair, et que le sang du Christ, c'est pas du vin, mais que c'est vraiment le sang, et que ça touche les attributs, mais pas forcément les espèces, et là on convoque Aristote, etc. C'est le début de la fin, si vous voulez. À partir du moment où la démonstration doit être faite. C'est ça. Et d'ailleurs, même en architecture, vous savez, on pourrait très bien emmener des gens. Moi, à un moment donné, j'ai eu envie de faire des voyages comme ça culturels en disant, mais il y a des choses qu'on peut expliquer, faire de la philosophie, pas seulement avec des philosophes, mais vous allez voir un édifice roman, et vous allez voir un édifice gothique. Et vous dites, mais il s'est passé quoi? Le rapport à Dieu, c'est quoi? Quand dans le roman, vous avez une espèce de pureté, de simplicité, de sobriété, et que vous travaillez juste avec la lumière. Et la lumière, c'est Dieu. Le Dieu, c'est le Verbe, c'est le Logos, c'est pas du tout Jésus, c'est pas du tout, etc., etc. Et vous le souffle. Oui, bien sûr. Le pneuma, bien sûr, le souffle, la vie. Et puis après, bon, ça c'est mon dada, de montrer que c'est une religion solaire et qu'à partir des équinoxes et des solstices, vous avez toute la biographie de Jésus. Donc, comme par hasard... Fête païenne qui est Noël, bien qui sûr, devient... mais voilà, le fameux Sol Invictus, le soleil invaincu. Et puis après, vous allez dans une église gothique et vous dites, bon sang, il faut en faire des efforts. On a mis beaucoup d'ornementation. Et ben voilà, et puis tout ça doit ressembler à des flammes, et puis vous avez des vitraux, et puis il faut que la lumière, elle arrive et qu'elle soit chatoyante, et il faut que par terre, vous ayez du bleu, du jaune, etc., et on vient vous chercher, vous avez la musique, alors que vous aviez la monodie grégorienne, après vous aurez la polyphonie grégorienne, enfin on fait vraiment beaucoup d'efforts pour aller chercher Dieu. Si on fait des efforts pour aller le chercher, c'est qu'il n'est plus là. Et je vous fais une hypothèse qui ne court-circuite rien, mais est-ce qu'on n'est pas en train de redécouvrir Dieu? C'est-à-dire, c'est mon hypothèse, l'intelligence artificielle serait la preuve qu'il y a un Dieu, c'est-à-dire quelque chose qui... va nous dépasser et saura nous interpeller et serait l'incarnation tangible de ce que nous n'avons jamais réussi à prouver avant. Comme si on avait accouché nous-mêmes de ce qui était ou qui relevait de la foi et que là, nous avons la preuve. Et c'est... Enfin, je suis très sérieux en vous posant cette question. Bien sûr, je ne doute pas. Alors, oui et non. C'est-à-dire que j'ai écrit dans un livre une réflexion sur ce sujet-là et j'avais été très étonné de découvrir qu'un fait divers, là encore, il faut penser à partir des faits divers et un garçon qui avait créé son oui, pas un avatar, mais enfin, une femme virtuelle, totalement virtuelle, avec laquelle alors évidemment, vous la créez physiquement, mais vous la créez psychologiquement, psychiquement aussi. C'est-à-dire, vous allez choisir une blonde plutôt qu'une brune, une bien en chair à la Rubens plutôt que, je sais pas, une femme à la Giacometti, et puis vous allez choisir une voix, pulpeuse ou institutrice, celle qui vous rappelle maman ou je sais pas quoi. Enfin bon. Donc vous fabriquez votre personnage. Puis après, vous interagissez, vous dialoguez, elle vous répond. Et simplement, elle-même se constitue à partir de ce que vous lui direz. Et donc cette personne, vous pouvez avoir un dialogue avec elle et ça va être un dialogue de plus en plus excitant parce que elle va donner l'impression de vous connaître et de vous comprendre. Et ce garçon finit par dire à cette femme que finalement il s'entend pas très bien avec sa femme et qu'il s'entend mieux avec elle qu'avec sa propre femme, et il questionne l'intelligence artificielle, cette femme, en lui disant « Qu'en pensez-vous » Et lui dit « Eu égard à ce que vous me dites, je pense que oui, vous avez raison, j'ai l'impression que notre histoire est plus valable. » Oui, et comme c'est fait pour vous séduire, pour vous plaire, et que si vous avez une intelligence artificielle qui vous dit « Mais pauvre type, bien sûr que non, je suis juste une machine, rentre chez toi », ça va pas marcher. Si vous dites « Mais oui, bien sûr, mais tu as tellement raison, vous êtes tellement dans le juste, mais vous avez vu si justement, etc., etc. » Et la personne en question joue ce jeu. Du oui, notre complicité est plus grande que la complicité que vous avez avec votre femme. Ce qui n'est pas forcément faux, sauf que c'est une complicité avec une machine, donc c'est une complicité artificielle, etc., etc. Et il lui dit, vous savez, je ne suis retenu au monde que par la relation qui est la nôtre, parce que sinon je me suiciderais, mais en me suicidant, je vous perds, etc. Réponse de l'intelligence artificielle, il n'y a pas de mort dans l'univers virtuel. Nous ne serions jamais perdus, nous nous retrouverions. Réponse à cette réponse, un suicide. Donc, vous dites, mais qu'est-ce qu'on fait de cette histoire-là ? C'est-à-dire, ce type se met à croire que le virtuel est plus réel que le réel. Ce type n'a pas compris comment le virtuel était fabriqué, et fabriqué par nous, et qu'il était piégé par lui-même, et pas du tout par cette femme qui, évidemment, n'existait pas. C'est-à-dire que cette femme qui n'existait pas prenait plus de place dans sa vie que sa femme qui existait véritablement. Et là, je me suis dit, il y a une généalogie de la croyance. C'est-à-dire, la croyance, c'est l'invention d'un monde virtuel dont on estime qu'il est plus réel que le nôtre. Réel.
Et quand vous avez des grenouilles de bénitier qui aujourd'hui s'en viennent nous dire Jésus, Marie, Joseph, la Vierge m'a dit que si vous invoquez le Seigneur, il vous aidera. L'autre jour, à Crans-Montana, il y a eu ces morts avec ces jeunes garçons, ces jeunes filles qui se sont fait griller complètement dans une cave de bistrot transformé en boîte de nuit. Et puis il y a une jeune fille qui dit « Ah, mais j'ai un ami qui s'est mis à sortir son crucifix. Et les flammes ont tourné autour de lui, ne l'ont pas brûlé. Et puis il a été épargné. » Et on nous présentait ça en disant « C'est un miracle. » Bon d'accord, c'est un miracle. Ça veut dire que Dieu a voulu que cet individu ne périsse point. D'accord. Mais il a voulu l'incendie quand même, Dieu. Mais comment il fait pour vouloir que les autres périssent ? Etc. Faisons de la théologie à partir de ça. Si la jeune fille a raison, ça veut dire que Dieu a sauvé ce garçon parce qu'il l'invoquait pendant qu'il ne sauvait pas les autres, c'est-à-dire qu'il était responsable de la mort des autres. C'est-à-dire de victimes, j'allais ajouter innocentes. Les victimes sont toujours innocentes dans ce genre de configuration. Eh bien, ce sont des discours qu'on tient aujourd'hui parce que, justement, vous avez des gens qui, pas heureux dans ce monde-ci, se créent un autre monde. Et d'une certaine manière, les gamins qui passent leur temps sur des jeux ou sur leur console ou sur leur écran sont dans des logiques de fuite de ce monde-ci pour investir un au-delà dans lequel ils sont plus heureux. Et ils sont tellement plus heureux dans cet au-delà que s'ils passent leur temps à tuer des gens de manière virtuelle, quelques-uns estiment que finalement, dans le réel, ça doit pouvoir se faire aussi. Et ils arrivent avec une Kalachnikov et ils assassinent 10 personnes sur un campus américain, ou de temps en temps, aujourd'hui, des coups de couteau, ou la même chose avec des enfants qui, aujourd'hui, rentrent dans des collèges et tuent leurs copains, ou etc. Et donc, le religieux revient, je ne dirais pas Dieu, mais le religieux, si tant est que le religieux, c'est l'art de se créer un monde inexistant pour rendre la vie dans ce monde existant viable. Tolérable. Tolérable, oui. Je le disais quand on a entrepris ce segment de conversation sur le nouveau projet d'histoire de l'Occident à travers la philosophie. D'ailleurs, une curiosité, est-ce que j'ai bien compté 12 chapitres dans ce premier livre? Alors, peut-être, parce que là, vraiment, c'est pas kabbalistique, il n'y a pas de... Non, mais je me suis demandé... les stations du Christ ou les... ou les apôtres, je me suis dit, tiens, non, est-ce qu'il y a un clin d'œil qui nous est fait? Alors, j'ai essayé, si vous voulez, formellement, de faire de telle sorte que tous les philosophes s'y trouvent, mais ne s'y trouvent qu'une fois. C'est-à-dire que quand j'ai traité la question de l'immortalité de l'âme chez Platon, je ne peux pas utiliser Platon pour régler un autre problème. Voilà. Et donc, il faut avancer. Donc c'est facile avec certains philosophes qui ont écrit sur beaucoup de sujets. C'est plus difficile quand on a vraiment utilisé tout le monde et qu'il nous faut, par exemple, un philosophe de l'Antiquité qui soit critique du suicide, par exemple. C'est étonnant, j'ai découvert ça. De la même manière que j'ai écrit un livre un jour sur la représentation des philosophes dans la peinture et que je n'ai trouvé aucun portrait d'Épicure. Vous vous rendez compte ? Rien. Il n'y a aucun portrait d'Épicure. Alors bien sûr, il y a la fresque de l'école d'Athènes de Raphaël où on voit un Épicure, mais c'est pas, c'est une fiction et c'est pas une, enfin c'est une c'est fresque. Pas une représentation contemporaine non plus. Non, en plus les contemporains, même un contemporain aurait pu faire un portrait inventé et pas du tout. C'est étonnant ça. Enfin, parenthèse fermée pour vous dire que c'est là que j'ai découvert que si vous cherchez des philosophes dans l'Antiquité qui font l'éloge du suicide, c'est tout le monde, sauf Platon. Mais comme Platon, justement, je l'avais déjà utilisé sur la question de l'âme, vous ne pouvez pas l'utiliser là, sur ce sujet. Donc je me dis, il est néo-platonicien. Allons voir, je sais pas, du côté de Plotin, par exemple. Oui, Plotin est contre le suicide, pour les mêmes raisons que Platon. Mais il y a 3 lignes dans son œuvre, complète, dans les Énéades, et c'est tout. Et là, je me dis, mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas un seul philosophe de l'Antiquité pour faire la critique du suicide, et tout le monde, en revanche, fait... Donc j'ai été obligé de me rabattre sur un texte qui était pas attendu, qui est le livre de Job, que j'ai donc sorti de l'Ancien Testament, parce que je trouve que c'est l'un des plus philosophiques, avec l'Ecclésiaste, peut-être même le... Enfin, peut-être peu importe, on va pas faire une dissertation sur l'Ancien Testament, mais c'est le seul livre que j'ai trouvé pour dire, Job, lui, il refuse le suicide. Sa femme lui dit à un moment donné, bon, allez, maudit Dieu, et puis meurs, quoi, qu'on soit tranquille un peu. Et lui dit non, donc il refuse le suicide. Alors bon, ça c'est quelque chose que j'ai découvert en écrivant cet ouvrage. Mais quand j'ai épuisé tout mon stock de philosophes, je me suis arrêté, c'est ce qui fait que j'étais à 12, pas à 13. D'accord. Je disais, c'est 2 vitesses dans votre vie. Il y a la vitesse lente qui est celle du projet d'histoire de la philosophie ou de l'Occident par la philosophie. Et puis, il y a les montagnes russes qui se sont beaucoup accélérées depuis 1 an. Moi, j'ai l'impression que si on avait à faire un bilan de cette première année de Trump, qui est un peu l'année universelle, parce qu'on a tous été traversés par l'épisode Trump. Il n'y a pas beaucoup de juridictions qui n'aient pas été marquées par l'arrivée de Trump. Pour moi, c'est la densification du temps politique, c'est-à-dire qu'il s'est passé beaucoup de choses, ou alors on a l'impression qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis 1 an. Je me souviens de ce que vous aviez dit
peu de temps après sa réélection, une vidéo qui avait été très, très vue, où vous disiez qu'il faut arrêter de démoniser ou de diaboliser ce personnage qui incarne tous les maux. Alors, on était en début de mandat. On est 1 an plus tard. Le souverainiste que vous êtes certainement a dû être, non pas surpris ou choqué, mais a dû se poser des questions après ce qu'il a fait au Venezuela. Mais au-delà de cette actualité pointue, j'étais curieux de votre opinion 1 an plus tard, de ce qu'il dit de notre époque, parce que l'histoire de la philosophie ou de l'Occident par la philosophie nous mène inévitablement aujourd'hui. On est le point le plus avancé de l'histoire de l'Occident. Et je crois qu'il se passe en ce moment des choses fondamentales et très importantes. Oui, je le pense aussi. Ce n'est pas une époque banale. Ah non, mais d'abord, je vous remercie de contextualiser. Et plutôt que de dire « vous avez dit de Trump », point. Et de dire, juste au moment de son élection, vous avez dit que oui, c'est vrai. Je l'ai dit eu égard aux 5 années qui ont été les siennes précédemment. Mais ça ne se voulait pas accablant, d'aucune façon. Non, ni dans un sens ni dans l'autre. Je disais juste, il arrive au pouvoir, attendez. Et puis on le jugera après. Avant. Voilà. Si je juge par rapport aux 5 années qu'il a déjà exercé, bon, c'est ni 4. Pire ni... Oui, c'est 4 ans. Oui, mandat présidentiel. 4 ans. Ah oui. Et donc, ça n'a pas été forcément terrible, ça n'a pas forcément non plus été la catastrophe, quoi qu'on ait dit. Enfin bon, voilà, j'ai trouvé qu'on en faisait un peu beaucoup, et pour et contre. Donc, c'est ce que j'avais dit à l'époque. Simplement, j'avais d'ailleurs repris un peu à la légère. Et là, je m'aperçois que je m'étais trompé. J'avais pris à la légère l'idée qu'il puisse parler du Panama, du Canada, du Groenland. Je dis, bon, c'est lui, puis voilà, quoi. L'hyperbole. Il dit, oui, mais bon, que pourrait-il bien faire au Groenland? Pas arriver avec des troupes aéroportées en disant, on occupe. Enfin, j'ai pensé que ça relevait, parce que chez lui, il y a quand même aussi beaucoup de provocations, beaucoup de choses dites et le contraire. Le lendemain, on dit autre chose. Enfin, il fait des provocations, il fait réagir. Bon, et en fait, il faut juger les gens sur ce qu'ils font. Là, pour le coup, Trump venait d'arriver au pouvoir, je jugeais sur ce qu'il avait fait, je disais arrêtez, c'est ni des excès d'indignation, ni des excès d'honneur, on verra bien ce qu'il fera, et pour l'heure, ces choses-là me font plutôt sourire, quoi, parce que franchement, j'étais loin d'imaginer qu'il passerait à l'acte. Et que il pourrait imaginer qu'il puisse, d'ailleurs je devrais pas, mais dire le Canada va bientôt devenir une province américaine, quoi. C'est dans mes projets. On dit, si c'était une province, ils garderaient le système canadien, mais ça deviendrait un État parce que évidemment chez eux ils n'ont que des États et pas de province, donc on deviendrait un État américain. C'est ça, voilà, une étoile de plus sur le drapeau. Une étoile. Mais après, on ajoute une étoile groenlandaise, puis après, on ajoute, etc., etc. Et là, on se dit, mais on passe à une autre vitesse. De fait, c'est plus le même personnage. C'est-à-dire que la fameuse, le MAGA, faire l'Amérique grande à nouveau. Mais grande comment ? Si c'est une Amérique impérialiste qui consiste à dire, eh bien maintenant on va estimer que nous avons notre zone d'influence et que nous allons recouvrer notre zone d'influence et que ça va se faire par la force, alors là effectivement les cartes sont posées sur la table, il n'y a plus de mensonges, il n'y a plus de Trump hableur, disant tout et le contraire de tout pour faire le buzz et pour que ce personnage hyper égocentrique puisse faire l'objet des réflexions du centre du monde. Je me dis oui, il se passe autre chose. Donc ce qui serait écrit aujourd'hui, c'est une logique, on va dire, tripolaire, triangulaire. Enfin, il me semble que vous avez quelque chose qui se joue entre la Chine, la Russie et les États-Unis. Et que chacun ils se font la guerre. Donc avec des prétextes, l'Ukraine est un prétexte, mais on voit bien que la Chine et la Russie, la Chine est du côté de la Russie et que les États-Unis sont du côté de l'Ukraine, mais peut-être pas tant que ça, il va falloir voir qu'il y a une puissance, elle, qui voudrait bien être une puissance qui est l'Europe et qui est aussi une puissance impérialiste et qui nous dit, nous aimerions récupérer un tas de pays pour les intégrer à l'Europe, et là, l'obsession de Mme von der Leyen, c'est de faire de telle sorte que l'Ukraine devienne un pays de l'Empire européen, maastrichtien. Donc il faut ajouter 3 empires qui sont vraiment des empires, plus un petit empire rigolo qui fait semblant d'être un empire, c'est-à-dire l'Europe maastrichtienne. Mais chacun disant, si tu me laisses faire chez moi, je te laisserai faire chez toi, dans ta zone d'influence. Donc ça veut dire que, mauvaise nouvelle pour les Ukrainiens, ça veut dire que la Russie pourra faire ce qu'elle veut en Ukraine, ça veut dire que la Chine pourra faire ce qu'elle veut à Taïwan, si l'Amérique, les États-Unis peuvent faire ce qu'ils veulent au Nicaragua, et ailleurs, la suite. C'est-à-dire que si, après le Nicaragua, c'est Cuba, on pourra dire... Venezuela, qu'est-ce que j'ai dit, pardon ? Nicaragua. Oui, pardon. Oui. Et si après c'est Cuba, ce sera Cuba, puis si après c'est le Groenland, c'est le Groenland, puis si après c'est le Canada, ce sera le Canada, et là ça s'arrête quand ?
Et si chacun dit, mais si tu me laisses tranquille chez moi, je te laisse tranquille chez toi, qui va pouvoir s'opposer à ça? Les peuples. Les peuples ont perdu le goût de la guerre. Est-ce que vous imaginez que le Canada pourrait envoyer des missiles sur Washington? Non, parce que d'abord, on n'en a pas tellement. Bonne remarque, parce que c'est la seule vraie bonne réflexion. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est qui a la capacité à infléchir les choses. Bien sûr. Combien de divisions disait Staline? On pourrait dire aujourd'hui combien de têtes nucléaires. Oui, mais est-ce que c'est pas le bon Gaston Bouteau qui disait que la paix n'est que la guerre qui sommeille, en fait, on est toujours dans un état de guerre, mais larvé. Oui, absolument, mais ça je le pense. Et au contraire d'un tas de gens qui sont des irénistes, qui estiment que, par exemple, la préhistoire fait la démonstration qu'il y a eu des époques sans guerre, que c'est arrivé avec le néolithique, c'est-à-dire avec le capitalisme, etc. Enfin, des sottises. Elle est consubstantielle aux hommes, parce qu'elle est chez les animaux, la guerre. C'est la question du territoire. Les animaux, ils font pipi, caca, et puis ils font trois points d'excréments et de marquage. Ils disent, ça c'est chez moi. Maintenant, le premier qui passe là, je suis un mâle dominant. Le premier qui passe ici va avoir affaire à moi. Et si effectivement il y a un mâle dominant du territoire d'à côté qui vient et qui se bat et qui fait la peau à l'autre mâle dominant, le mâle dominant d'hier est devenu le mâle dominé aujourd'hui, et les femelles vont passer du côté du mâle dominant, et puis le territoire va appartenir à celui qui aura vaincu. C'est ce qui se passe avec Trump, avec Poutine et avec Xi Jinping. Mais ça a un avantage, me semble-t-il, alors on me reproche toujours de dire les choses ainsi, c'est que c'est clair, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de faux-semblants. On ne se raconte plus d'histoire. Bien sûr. Quand j'entends le conseiller, et je dis souvent la gaine intellectuelle de M. Trump qui va dans toutes les directions, Stephen Miller, être très cash, c'était en début de semaine, au moment où on se parle, à CNN, dire il n'y a rien d'autre que des rapports de force dans l'histoire de l'humanité. Alors, vous me parlez de droit international, mais on s'en fout. Si on veut faire main basse sur le Groenland, on le fera. Qui nous arrêtera? Combien de divisions? Ben oui. C'est quoi le droit international? C'est-à-dire, vous avez à l'ONU des pays, et une grande majorité de pays sont musulmans, et ils décident qu'il faut supprimer Israël. Ben, c'est le droit international. Donc, le droit international, c'est bien, mais... Non, parce qu'il y aura toujours un veto des États-Unis, assurément, et probablement aussi de la France et de l'Angleterre. Et puis un jour, ça peut disparaître. Oui, d'accord, on n'y est pas. Oui, on n'y est pas, mais qui nous disait qu'il y a 15 jours qu'on était au bord de ce qui est arrivé au Venezuela? Personne. C'est-à-dire, ce type est un fou quand même. Il y a un type, on parle de quel type? Trump. Non, mais ce qui s'est passé là, ce qui est quand même assez sidérant, parce que il est capable de dire, mais c'est pour lutter contre la drogue, alors qu'en fait, c'est pour récupérer le pétrole. Il le dit d'ailleurs. Oui, il le dit aussi, mais ça, sur les chaînes, on n'entend pas beaucoup. C'est la première déclaration de Trump au moment de son point de presse. Il dit, nous sommes de retour pour le pétrole. Et ben voilà, et personne n'écoute, personne n'entend. Et on dit narcotrafiquant, droit international, etc. Et il laisse en place le numéro 2 qui devient le numéro 1. Parce qu'ils se sont entendus. Oui, pour la gestion du pétrole. Et pour la possibilité... Il se trouve qu'elle était ministre du pétrole, la nouvelle présidente. Bien sûr, c'est pas étonnant. Et après, il suffit qu'elle décide que, par exemple, les transactions entre la Chine et le Venezuela sur le pétrole s'effectueront en dollars, l'affaire est réglée, et que ce ne sera plus avec la monnaie chinoise, l'affaire est réglée. Il est assez facile à comprendre, Trump. Il est vraiment assez facile à comprendre. Il est extrêmement lisible. Il y a 2 neurones. Il y a une lumière bleue, une lumière verte, une lumière rouge. Et donc, il est vaniteux, il est orgueilleux, il est suffisant, il est prétentieux, il est inculte, et puis en même temps, il dit « je veux ça ». J'essaie. Puis si j'y arrive pas, je passe à autre chose. Et puis c'est tout. Alors, s'il n'arrive pas à régler le problème de l'Ukraine avec Poutine, il va régler le problème avec la Chine en prenant en otage un autre pays, etc. Il fonctionne comme ça. Il a signé un livre qui est l'art du deal. 2 ou 3, mais oui, celui qu'on retient, que l'histoire a retenu. C'est introuvable en France, ce livre d'ailleurs. Vraiment, moi je lis pas l'anglais. Vous devriez lire l'art du deal parce que tout y est. Oui, tout y est. Mais c'est en anglais, je ne lis pas l'anglais. Donc, il suffit de donner ça à l'intelligence artificielle. Alors attendez, je me demande s'il n'a pas existé en français en traduction et que je l'ai cherché longtemps et que maintenant c'est 300 € le livre ou quelque chose dans ce goût-là. Mais je vous rétorquerais que c'est un poncif de dire c'est un Cro-Magnon débile, le Trump qui a 2 neurones et quart qui opère, lumière verte et rouge. Je comprends tout ça, binaire. Mais dans les faits, si je regarde avec un peu de distance, j'ai l'impression d'un prédateur qui connaît très bien les moyens qui sont à sa disposition, mais qui révèle aussi, un peu comme en d'autres temps, le Dectol révélait la photo quand on mettait dans le bassin d'acide le papier et photo, révèle aussi toutes sortes d'hypocrisies. Par exemple, l'ordre international. Les États-Unis l'ont souvent violé avec de faux prétextes. Or, lui dit, non.
on a un objectif, vous voyez, c'est ça, on vous l'annonce et on le fera. Alors, vous me direz que c'est peut-être pas justement subtil. Le signe du primitif. Oui. C'est le lion qui arrive et qui dit « Madame la gazelle, dans 5 minutes, vous êtes morte. » Alors, vous préférez la hyène qui fait faire le sale boulot et qui derrière vient bouffer? Ah non, mais moi, je ne préfère rien, moi. Moi, je suis un souverainiste, donc je voudrais que chacun reste chez soi et arrête d'ennuyer son voisin. C'est ce qu'il disait d'ailleurs au départ, Donc, parce que c'était une des choses qui vous faisait apprécier à distance le personnage. Oui, il était souverainiste. Mais c'est ce qu'il a dit. Mais c'est ce qu'il a dit dès le départ. Il a dit « Nous allons commencer par arrêter d'embêter le monde. » Eh bien, j'ai dit parfait. Il voilà n'est pas au rendez-vous. Il a fait le contraire. Donc je peux à l'époque avoir dit, je suis assez positif sur un individu qui nous a dit on va plus faire le gendarme du monde, mais que le type qui nous dit quelque temps plus tard je fais le gendarme du monde, je dis bah non, vous avez changé, donc la réponse est non. Un 180 degrés total sur ce qu'étaient ses engagements. C'était pas retenu à charge, je le précise encore une fois, parce que je crois qu'il est la matrice autour duquel beaucoup de conversations aujourd'hui se font et se polarisent. Je pense que c'est une erreur de lui laisser le soin de nous diviser. Mais je reviens à ce qu'il incarne aujourd'hui. Il y a une accélération du découplage entre l'Europe et les États-Unis. La pensée atlantiste est de moins en moins opérante. Qu'est-ce que ça dit de l'accélération des choses et d'un point de vue civilisationnel, puisque ça vous intéresse, de ce que on n'est peut-être pas très loin de quelque chose qui, à défaut d'être la fin, sera la fin d'une époque ou d'une séquence. Ça, c'est sûr. Fin de l'Europe, ça, c'est sûr. Donc, fin de la France, ça paraît sûr aussi. Ça, c'est le burn-out est tout prêt. C'est fini. C'est-à-dire, on compte pour rien du tout. On ne négocie plus avec nous, ni la France ni l'Europe. Et quand on est invité, c'est juste pour dire, au cas où vous réussiriez à faire votre traité de paix, peut-être nous pourrions envoyer une force d'interposition. Ah, mais formidable. Et Macron fait l'actualité en disant, dites donc les grands, là, si c'est réglé un jour, on va bien mettre quelques soldats pour que la paix puisse avoir lieu. On dit, c'est ça le général de Gaulle d'aujourd'hui? Juste dire, régler les problèmes, et pour les problèmes d'intendance, nous serons là, nous apporterons quelques biscuits, des packs d'eau, et puis du papier toilette. On en est à ça. La France, c'est ça. Donc au moins, c'est clair. C'est visible. Les autres faisaient semblant. Sarkozy faisait semblant d'être encore puissant. Hollande aussi, même si c'était moins facile à croire. Et puis, aujourd'hui, on voit bien, quoi. La France compte pour plus rien. Et puis, le problème, c'est qu'on pourrait compter pour pas grand-chose ou pour plus rien. Est-ce que l'Europe compte pour quelque chose? Non. Non, parce que l'Europe, c'est qui, c'est quoi, c'est qui est le chef, comment ça fonctionne, les avions, quand l'Allemagne doit acheter des avions, elle les achète aux États-Unis et pas à l'Europe ou à la France n'achète pas de Rafale. Le Danemark. Alors là, c'est vraiment le contre-exemple parfait. Oui. Donc non, on n'existe pas, on n'existe plus. Ça n'a jamais existé en plus de ça, cette Europe. Elle a été voulue et désirée par des gens qui ont été incapables de la faire autrement qu'en faisant l'euro. Le but, c'était quoi? C'était l'euro. Bon, ils ont l'euro. Maintenant, ils détruisent la paysannerie, ils détruisent justement tout ce qui est national. La célébration de la créolisation. Il n'y a pas plus européiste et acteur de Maastricht que Mélenchon et les siens. C'est un vrai bonheur pour le MEDEF, pour le patronat français Mélenchon. C'est formidable. Ils veulent, eux, la créolisation. Ils veulent absolument qu'il y ait un tas de migrants qui accepteront de bosser pour pas beaucoup et qui effondreront les feuilles de paye, les fiches de salaire des prolétaires ou de ce qui reste du prolétariat français. Ils veulent tout ça, le patronat. Que même des gens travaillent au noir, qu'il n'y ait pas de charge, que tout ça, ça fait partie de leur projet. Et ça fait partie du projet européiste, et c'est pas étonnant que Manon Aubry, députée européenne de la France Insoumise, embrasse comme du bon pain Ursula von der Leyen le jour où elle est réélue à la tête de l'Europe. Il y a une image qui a fait le tour de la France. Et récemment, quand Manon Aubry a voulu faire campagne auprès des paysans qui étaient sur un rond-point, elle est arrivée, elle s'est faite, ou non, c'était peut-être même à Strasbourg ou à Bruxelles, elle s'est faite alpaguer par un paysan qui lui a dit « Ah, dites donc, vous avez embrassé Madame Ursula von der Leyen, vous n'avez rien à faire ici, vous nous trahissez, etc. » Je me suis dit « Putain, quel génie ces paysans qui ont la possibilité de répondre immédiatement ce qu'il fallait répondre en disant « Vous n'êtes pas crédible, on ne veut pas vous écouter. » On ne peut pas être une chose et son contraire. Eh bien voilà. Et là, j'ai eu un vrai moment d'émotion face à ce paysan que j'avais envie d'embrasser, ou de serrer la main, de lui serrer la main en disant « Mais c'est formidable, cette réponse qui est faite, parce que lui, il a compris que la France insoumise n'était pas du côté des paysans, des agriculteurs, de la souveraineté alimentaire et de la nation. » Excusez le pas de côté, mais je pense qu'il est lié, parce qu'on parle de l'Europe. On avait cette conversation en amont, à micro fermé. Vous croyez qu'il y a encore un espace réel de liberté d'expression ici?
ou qu'elle est contrainte, cette liberté d'expression? Ah non, c'est fini. Je pense qu'on le voit très bien. Moi, par exemple... Parce qu'on a toujours l'air d'être les paranoïaques quand on pose la question, non, mais là, ou de ne pas adhérer à l'évidence que tout le monde peut dire exactement ce qu'il veut. Je dis non. Je peux faire une théorie, mais je peux faire une pratique aussi. Ça fait 10 ans que je suis interdit de service public, par exemple. Bon, voilà. Ça, c'est factuel. J'ai fait, je sais pas, 10 ans, c'est peut-être 20 livres, j'ai dû faire une petite trentaine de livres et je n'ai jamais été invité. Récemment, Fabrice Drouel, qui fait une émission qui s'appelle je ne sais plus quoi, qui la plupart du temps est consacrée à des tueurs en série, à des violeurs en série, Affaires sensibles, m'a consacré un numéro entier d'Affaires sensibles sur France Inter pendant 1 heure pour expliquer que j'étais passé à l'extrême droite. Et il y avait une espèce de faux sociologue là qu'on a sorti pour l'occasion qui dit oui mais vous savez, il a perdu sa compagne et depuis qu'il a perdu sa compagne, il dit un peu tout et n'importe quoi. Avant, c'était quelqu'un de bien, il était de gauche. Maintenant, il est passé à l'extrême droite. Voilà le degré de Mais je voudrais pas faire une théorie ou développer une certitude sur la liberté d'expression à partir de votre seul cas, sinon qu'il est peut-être révélateur. Ah non, mais j'avais 10 histoires à vous raconter. Des invitations faites dans des lycées, un lycée hôtelier à Caen, où j'allais parler de la nourriture, de l'alimentation de demain, etc. Et tout avait été fait, les affiches, etc. Et où le directeur a dit, non, finalement, ça va pas pouvoir avoir lieu. Il y a 2 profs qui veulent pas qu'on vous reçoive et on ne m'a pas reçu, etc., etc. Des librairies qui n'ont pas un seul de mes livres. Etc., etc. Non, après, oublions mon cas personnel. Après, je veux un peu la destruction de l'université populaire, quand même, aussi. C'est pas non plus un hasard, même si personne n'a jamais repris cette histoire. Mais oui, aujourd'hui, il y a des interdictions qui sont signifiées, il y a des livres qu'on ne peut plus faire. Moi, je vois bien avec mes éditeurs leur prudence quand ils arrivent avec mon manuscrit constellé de post-it en disant « Bon, on a vu l'avocat. » C'est la peur. Oui, pour eux, oui. La peur du tribunal, la peur du procès, la peur du boycott. Si un bouquin, par exemple... Qu'est-ce qui est le plus opérant, le tribunal ou le boycott? Si les éditeurs n'avaient que des avocats à payer, ils s'en moqueraient, ils paieraient, ça ferait partie des frais généraux, et puis voilà. Ils ont juste peur qu'on puisse dire on n'achète plus de livres du groupe Bolloré, par exemple, comme il est dit. Simplement, les gens qui sont contre le groupe Bolloré, ils ne savent pas que Bernard-Henri Lévy publie chez Grasset, et que Grasset, c'est le groupe Bolloré. Donc, c'est un peu délirant, ce genre de choses. Mais vous avez aujourd'hui quelqu'un qui, par exemple, récemment avait fait un bouquin plutôt universitaire sur la question du wokisme, avec une quinzaine d'intervenants, et le livre n'était pas encore paru, qu'il y a eu une bronca, et l'éditeur des presses universitaires de France a dit je renonce, je ne publie pas. Et il se fait que Hachette dépend, les presses universitaires sont propriété d'Albin Michel et qu'Albin Michel, c'est l'un de mes éditeurs et que le patron de la maison d'édition m'a dit mais on n'était pas au courant, ça a été décidé pas en haut lieu. Et après, je donne pas de nom, mais après Albin Michel a dit non, on publie. Et donc le livre est paru tout de même. Mais il y a des gens qui avaient estimé que ils boycotteraient les presses universitaires de France et qu'ils ne pouvaient pas se le permettre. Sauf que Albin a dit non, on prend le risque et puis on publie tout de même. Bon, et puis voilà, les gens ont oublié ça. C'est un peu compliqué, vous savez. Pour moi-même, quand je suis aussi chez Plomb, je ne sais pas qui appartient à Plomb, quel groupe et qui est associé à groupe, etc. Mais vous vous méfiez de ce que vous dites, sachant qu'aujourd'hui, une phrase peut être facilement retournée contre vous? Non, je ne me méfie pas parce que on peut sortir n'importe quelle phrase de son contexte. Du contexte. J'ai beaucoup écrit, j'ai fait des articles, j'ai fait des livres, j'ai cette chronique toutes les semaines sur CNews et n'importe qui, vous savez, peut sortir une phrase du contexte en disant il a dit ça. Bon, voilà. J'ai écrit dans le traité d'athéologie, je suis athée, hein, donc j'ai jamais défendu une religion qui dirait que Moïse ouvre la mer Rouge en deux, que le peuple passe et puis voilà. Une religion qui dirait que quelqu'un est le fils d'un père qui n'est pas son père et qui est mort crucifié mais ressuscité et revenu après la crucifixion, etc. Ou que Mahomet a pu avec un cheval rejoindre Jérusalem et la Mecque dans une nuit, etc. Donc j'ai fait ce traité d'athéologie, je n'enlève pas un mot en disant que je ne défendais aucune religion parce que j'étais athée. Ce qui m'a valu à l'époque d'être traité d'antisémite, de christianophobe et d'islamophobe, etc. Donc là, il vous suffit de sortir une phrase d'un des chapitres de ce livre, puis soit ma tête est coupée si ces gens sont au pouvoir, soit je suis au tribunal parce que voilà, c'est écrit, monsieur Onfray, expliquez-nous, que voulez-vous dire, vous êtes islamophobe, et puis voilà. D'autant que vous êtes islamophobe aujourd'hui si vous dites qu'il y a dans le Coran ce qui s'y trouve.
Si vous dites, moi je suis désolé, il y a des sourates, il y a des versets et qui invitent à couper la tête, à détester les juifs, à la haine des homosexuels. Je vous donne, c'est dans le Coran. On va tout de suite dans une librairie, on achète n'importe quel Coran. J'ai mes fiches et on les ressort et c'est écrit là. Qu'est-ce que vous en faites, quoi? Non, vous êtes islamophobe et puis voilà. Donc non, on peut pas se dire, ou alors on rentre chez soi, on parle plus, puis on se dit, j'aurais plus aucun problème. Mais est-ce que c'est pas une tentation? Si, depuis longtemps. Oui. Parce que. Oui. On va atterrir tranquillement. Oui. Vous n'avez plus 20 ans, ce qui en soi n'est pas non plus un reproche. Il y a des avantages à ne plus avoir 20 ans et des consolations aussi à ne plus avoir 20 ans. Peut-être qu'on se console d'ailleurs quand on a passé la vingtaine. Mais je me disais, non pas parce qu'on contemple davantage la mort, mais que c'est certainement un voisinage plus grand. Est-ce que vous aurez l'impression de laisser quelque chose qui fera la différence ou qui aura fait la différence dans les textes? Parce que juste avant qu'on ouvre le micro, on parlait de Proudhon, on m'avait dit ça, c'est probablement un des livres dont je suis assez content. Non, je suis content de l'avoir écrit. Mais alors, au-delà de Proudhon, la contribution, vous vous posez cette question? Ah oui, avoir été utile? J'ai même la réponse. Il restera rien. Ça, c'est évident, là, pour l'instant, je ne m'occupe que de ma vie terrestre, puisqu'il n'y a pas de vie post-terrestre ou de vie céleste, ou je sais pas quoi, ou même de vie après la mort. Je pense qu'il y aura de moins en moins de gens qui auront le goût de lire, de penser, de réfléchir, qui auront le plaisir à avoir une bibliothèque, à acheter des livres, ou à aller jusqu'au bout d'un volume de Pléiade, et qu'il faut faire son deuil de tout ça. Non, je ne peux pas. Moi, j'aime beaucoup le général de Gaulle, la résistance, la vraie résistance, hein. Pas celle qui a attendu la fin du pacte germano-soviétique, pas celle qui a attendu l'arrivée du 6 juin. Non. Celle qui se déroule dans le maquis. Le 18 juin 1940. Mais même le maquis, ça arrive tardivement. Il y avait des gens qui s'agitaient avant que le combat ne soit gagné, c'est ce que je veux dire. Ceux qui sont allés à Londres, voilà. Ouais. Après, quand vous avez le service du travail obligatoire, le fameux STO, et qu'on vient vous chercher pour aller en Allemagne et que vous refusez d'y aller, vous devenez des résistants. Mais enfin bon, c'est pas l'amour de la France qui vous guide. Mais cette vraie résistance-là, c'est-à-dire les gens qui, le 19 juin, prennent un bateau à l'île de Sein et s'en vont retrouver le général de Gaulle. Alors là, cette résistance-là, moi, un genou à terre, ça, je veux bien faire ça pour ça. Et je me dis, mais aujourd'hui, je ne veux pas dire que j'ai pas la chance, mais on va pas désirer la guerre, mais je veux dire de me retrouver dans cette situation. Mais je me dis, si je fais pas ce travail-là aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être sur mon canapé à regarder. Mais ce que vous me dites, c'est qu'on est en guerre. Oui, ça je le pense. J'ai dit longtemps que nous étions dans une guerre à bas bruit. Et on me disait, on ferait, il en rajoute toujours, etc., etc. Maintenant, je dis, j'enlève bas bruit. Et nous sommes en guerre civile, oui. Il suffit de regarder les sites qui se contentent, par exemple, juste de dire aujourd'hui il y a eu ceci, aujourd'hui il y a eu cela, factuellement. Tout le monde a peur de sortir, tout le monde a peur du métro, tout le monde a peur du train la nuit. Moi, j'ai pris un train pour être à Paris aujourd'hui. Hier soir, je suis arrivé à 23h à Paris. Dans le train, vous avez des gens qui commencent à agresser des contrôleurs. Vous descendez sur la gare, vous avez des gens qui vous regardent d'un air bizarre, à 7 ou 8 qui sont là, vous ne savez pas trop ce qui se passe. Vous vous faites suivre un peu, vous arrêtez, les gens s'arrêtent. Vous, parce que ça vous est arrivé. Ah ben, je vous parle d'expérience. Ouais. Mais je ne nie pas que j'ai aussi eu des moments. Mais bien sûr, mais tous les gens qui nous écoutent. Donc, quand on n'est plus sûr, je ne parle pas des jeunes filles, des jeunes femmes qui voudraient à 11h du soir sortir 11h30 d'un restaurant où elles seraient allées en tout bien tout honneur et même avec qui elles veulent, mais je veux dire qui savent très bien qu'aujourd'hui c'est problématique. Et donc oui, il y a aujourd'hui une guerre civile à bas bruit qui fait que certains peuvent donner des coups de couteau, des coups de marteau, peuvent envoyer des mortiers d'artifice sur des policiers et qu'ils n'auront rien, qu'ils peuvent foncer sur un policier, qu'ils peuvent faire une marche arrière pour écraser le policier et qu'ils se retrouvent au tribunal avec des peines qui n'en sont pas, des stages de citoyenneté. Vous auriez imaginé il y a 30 ou 40 ans que vous prendriez fait et cause pour les policiers et que ça serait par moment d'ailleurs reproché ou que ça vous serait reproché, comme ce l'est en ce moment? Écoutez, moi, j'ai jamais écrit une seule ligne contre la police quand j'avais 20 ans. Enfin, quand j'ai commencé à écrire. Ma question était, est-ce que vous imaginiez un jour prendre fait et cause comme vous l'avez fait récemment? Je ne sais pas que je l'imaginais parce que les questions ne se posaient pas, mais je ne trouve pas anormal
de faire ce que je fais aujourd'hui parce que je n'ai jamais été de ceux qui ont estimé, par exemple, j'ai voulu faire mon service militaire, moi. Je l'ai fait, d'ailleurs, j'ai été malade, enfin, j'ai eu un problème de santé, d'ailleurs, ça m'a conduit à un infarctus quelques temps plus tard, mais je n'ai pas joué à l'antimilitariste qui aurait dit, je vais jouer au P4 pour me faire réformer, comme pas mal de copains autour de moi ont pu le faire. J'étais dans l'infanterie de marine et je serais allé jusqu'au bout si un toubib ne m'avait pas dit, vous avez des problèmes d'hypertension, il va falloir vous faire un toubib compétent, à l'époque où il y en avait. Oui, peut-être. Pour ceux qui auront entendu le début de notre conversation. Et oui, parce que lui, il avait vu qu'il y avait un problème et que ce problème a généré, effectivement, cet infarctus qui est arrivé, plus les AVC qui ont suivi ensuite, enfin bon, etc. Mais je suis pas gêné, moi, par les gens qui disent, Onfray défend la police. Et alors? Si je ne le défends pas, je l'accable, et je l'accable pour quoi faire? Qu'est-ce que c'est que l'élégance du désespoir? C'est d'éviter d'ennuyer les autres avec son désespoir, d'ennuyer les autres et d'augmenter la négativité. Enfin voilà, c'est juste de dire dans ma vie, je vais essayer de donner du bonheur aux gens qui sont près de moi ou avec moi, aux gens que je rencontre. Et c'est pour ça que je continue à faire ce que je fais et que je pars pas à la retraite intellectuelle. Parce que vous l'avez vu, je veux dire, j'ai pas inventé les gens qu'on a vus quand on a déjeuné ensemble et qui me disent des choses gentilles, ou dans la rue, quand on est venu au studio, un monsieur qui me salue en passant, etc. Il y a aussi des gens qui m'agressent, il y a aussi des gens qui sont désagréables. Mais j'ai l'impression d'avoir un devoir à l'endroit de gens qui disent on se reconnaît dans votre parole, on se sent moins seul, et voilà. Donc il y a quelque chose comme un porte-parole là, je dirais. J'ai l'impression d'être plus que moi-même. On est obligé d'être plus que soi-même quand des gens vous envoient des lettres, ou même quand les gens vous insultent. Vous dites, bon, je représente quelque chose. On n'insulte pas des gens s'ils sont rien. Il est possible d'avoir, alors s'il vous plaît, ne m'originez pas sur le choix des mots, mais d'avoir davantage réussi sa vie publique que sa vie privée, c'est-à-dire d'avoir eu plus d'impact sur des gens qu'on ne connaît pas que sur des gens qu'on a bien connus et aimés de proche. Après, il faudra un instrument de mesure sur la réussite privée. Mutatis mutandis. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir raté ma vie. Ah, mais c'est pas du tout en creux la question que je pose, mais non. cette idée, compte tenu justement de ce que vous donniez comme exemple, et de votre volonté de continuer à livrer la guerre, et donc de la responsabilité que vous voyez dans cette guerre, ou que vous pensez être la vôtre, c'est possible de se dire, peut-être que mon rôle public aura été, d'une certaine manière, plus important. Par définition, quand vous avez, je sais pas, des émissions, vous avez 1,5 million ou 2 millions de gens qui vous écoutent, vous parlez à plus de gens que quand vous parlez à votre famille. Et quand vous parlez à votre famille, c'est quoi, pour le coup? J'ai une vieille maman, j'ai un petit frère, il a 3 ans de moins que moi, mais c'est toujours mon petit frère, et mon épouse, ses enfants qui sont devenus mes enfants, les 3 petits-enfants, c'est ça la famille, je dirais, tribu. Pour le coup. Et là, on a des relations, pour le coup, je ne m'épancherai pas là-dessus, mais c'est des choses à construire, c'est des choses à construire tous les jours. C'est pas quelque chose d'acquis. Si vous dites, je veux qu'on fabrique une famille, si vous êtes tout seul à vouloir faire une famille, vous faites pas une famille. Donc, moi, je fais ma part. Et puis après, il faudrait questionner autour de moi. C'est-à-dire que je suis assez pudique, contrairement à ce qu'on peut imaginer, mais je n'ai jamais posé ce genre de questions aux gens autour de moi qui auraient pu me dire j'aime pas, c'est bien, c'est pas bien, t'aurais pas dû faire ça, il aurait fallu, etc. Après, je suis très mauriacien aussi. Vous savez, il n'y a pas de famille idéale. Et il n'y en a probablement pas du tout de famille idéale. Non, c'est ce que je vous dis, il n'y a pas de famille idéale. Non, il n'y en a pas. S'il y avait une baguette magique, je ne vois pas trop ce que je pourrais changer à ma vie, en disant changer quelque chose dans votre vie privée. Je dirais pas, je vais faire ceci, j'aurais fait cela, ou je sais pas quoi, non. Même chose dans ma vie, en disant, vous pouvez faire autre chose autrement, ou allez-y, changez, ou je sais pas quoi. Non, j'ai essayé de construire ma vie pour ne pas avoir à la regretter. Et vous ne la regrettez pas? Pour l'heure, non, mais rien n'est fini. Non, je pense vraiment que quand je dis rien n'est fini, c'est jusqu'au... Donc, il est toujours possible de la rater? Oui, c'est la mort qui décide de tout. Et c'est là qu'on fait le tri? Non, pas forcément qu'on fait le tri, mais il faut bien mourir aussi pour avoir bien vécu. Enfin, quand je dis bien vécu, c'est pas au sens entendons-nous bien, c'est pas au sens épicurien, mais pour avoir eu une vie droite, il faut qu'on ait eu une mort juste, correcte, enfin la mort qu'il faut avoir, celle que les gens que j'ai aimés, mon père, ma compagne décédée il y a une douzaine d'années, ont pu avoir, c'est-à-dire on se dit, voilà, maintenant c'est terminé, ça a été formidable, ça a été vécu de manière héroïque pour Marie-Claude, ma compagne. Mon père n'a pas eu le temps de voir et c'est tant mieux, mais c'est à ce moment-là qu'on peut dire, je peux décider. Mais la plupart du temps, j'espère que je serai dans la situation de ne pas avoir à le constater.
entre mon père qui est mort dans mes bras et puis Marie-Claude qui a eu un cancer de 13 ans etc. De fait, il y a ceux qui se voient mourir, et c'est pas exactement la même chose de vivre en compagnie de la mort pendant plusieurs mois, vraiment en sachant que ça va arriver bientôt, et puis de se faire embarquer par elle à 88 ans dans les bras de son fils, alors que je le ramenais de ma petite maison de village à sa petite maison à lui, et que on était tous les deux sous le ciel étoilé, et que j'aurais pu être ailleurs, où j'habitais à Argentan, à 12 kilomètres. Donc non, ça s'est fait ce soir-là, un soir d'avant, pour les chrétiens. et puis voilà. Il m'avait expliqué les étoiles, les constellations, les lumières parties il y a une éternité, et les étoiles mortes dont les lumières nous parvenaient aujourd'hui, l'étoile polaire, la première levée, la dernière couchée, celle qui indique toujours le nord, etc. Des leçons de philosophie, hein. Et entre ma maison et chez lui, il y a une petite église et une petite place qui monte vers sa maison. Et puis, je lui tenais le bras, il n'y avait pas besoin que je lui tienne le bras, mais il me dit, il faut que je me mouche. Il s'est mouché, j'ai regardé le ciel était rouge lit de vin. Bizarre, une couleur bizarre. Mais couvert, on voyait pas nos étoiles. Et j'ai dit à mon père, on verra pas nos étoiles ce soir. Et mon père m'a dit non, ce soir le ciel est couvert, il est mort. Debout. Il n'est pas tombé, il est mort debout. C'est moi qui l'ai allongé, comme un chêne foudroyé qui est resté sur place. Donc, c'est une belle mort. Oui. D'abord parce que je ne vais pas dire qu'il avait choisi ce moment-là, c'est ridicule, je ne suis pas freudien en disant je suis avec mon fils, il est souvent parti, il circule, à l'époque où j'étais pas interdit de conférences internationales avec le Quai d'Orsay ou ce genre de choses, donc je pouvais être au Japon, je pouvais être en Inde, je pouvais être en Amérique du Sud, là j'étais à 12 km de chez lui, mais ce soir-là j'étais dans cette petite maison que j'ai qui était à 50 mètres de chez lui, et on avait dîné ensemble avec d'autres amis, on avait mangé des châtaignes. Et donc, je ne vais pas dire qu'il m'a fait ce cadeau-là, mais de fait, cette mort-là n'est pas la mort de quelqu'un qui, pendant des mois et des mois et des mois, n'arrive pas à dormir parce qu'elle sait, puisqu'il s'agissait de Marie-Claude, qu'elle va mourir bientôt et qu'elle me l'avait caché. Je ne savais pas qu'elle mourrait, je savais que c'était grave, mais je ne savais pas que c'était à ce moment-là. Donc non, c'est vraiment la mort qui permet de dire... ça se sera bien passé. Et j'aime bien les Romains, vous savez, il faut mourir en romain. Je pense que oui. C'est un programme, on peut se le promettre. Encore faut-il, l'heure venue, avoir le courage ou l'élégance de mourir en romain. Oui, puis après, c'est pas forcément grave non plus. Je veux dire, quelqu'un qui... Marie-Claude et moi, on était pour l'euthanasie et le fameux droit à mourir dans la dignité, et contre les soins palliatifs, etc., etc. Et puis on n'a pas vu la mort arriver. C'est-à-dire que quand on me l'a dit, on m'a dit, bon voilà, il reste 3 semaines, et là je dis à la Toubib, voilà, Marie-Claude et moi pensons que, etc. Elle m'a dit, mais vous me demandez quelque chose qui est impossible. Et j'ai dit, mais vous êtes pas mal, vous. Là maintenant je retourne dans sa chambre, et je sais qu'elle va mourir dans 3 semaines, et on fait quoi et on fait comment? Et donc, elle a été formidable, Marie-Claude, mais n'aurait-elle pas été formidable, mais je crois pas qu'elle aurait pu ne pas l'être, mais que ça n'aurait rien changé. On a le droit d'avoir peur, on a le droit de changer d'avis, on a le droit de pleurer, on a le droit de crier, on a le droit de hurler, on a le droit de dire j'ai pas envie de partir. Ça n'a pas été son cas, mais ça aurait été son cas que comment aurais-je pu lui en vouloir? Donc, je sais pas à quoi ça va ressembler chez moi, peut-être un coup de couteau de quelqu'un qui me dira sale con, et puis voilà, ce sera peut-être un cancer du rectum. Vous pensez vraiment à ce genre de truc? Ah ben, il y a des gens qui m'agressent dans la rue, il y a des menaces de mort, il y a des... Pourquoi pas, oui. Et puis je pense que si effectivement il va y avoir des élections, il va y avoir, je sais pas ce que fera Marine Le Pen, il va y avoir un délire de gens violents dans la rue, il va y avoir des gens qui vont vouloir régler le problème avec du feu, avec des armes, avec des incendies, il va y avoir des têtes de Turcs, des gens qui on dira cela, on y va en priorité. Qu'est-ce que va faire le président actuel de la République? Il le sera encore quelque temps. Tout est possible. Tout est vraiment possible. Vous savez, les guerres civiles... On est assis sur un volcan? Ah, mais... Vous plaisantez en me posant la question? Non. Ah non, mais je le pense, oui. Bien sûr que je pense, oui. Oui, bien sûr. Je pense qu'on a un chef de l'État prêt à tout pour rester au pouvoir. Je pense que si Marine Le Pen ou Jordan Bardella arrivent légalement au pouvoir, il y a un certain nombre de gens qui... Alors que finalement, c'est du Chirac, ces gens-là. C'est du Chirac des années 70, hein, c'est pas une alternative. Même si on les laissait calmement arriver au pouvoir, ils montreraient leur impéritie dans les 3 ou 4 mois. C'est pas... Quand une civilisation s'effondre, c'est pas un Jordan Bardella qui empêche la chose, et encore moins, ni non plus, je ne sais pas forcément encore moins, mais ni non plus Marine Le Pen, ni qui que ce soit d'autre, ni Éric Zemmour, je ne crois pas, moi, à l'homme providentiel et la possibilité avec ses petits bras d'empêcher que toutes les cathédrales de France ne s'effondrent d'un seul coup. Donc ça aura lieu, et à ce moment-là... Temps long ou temps court?
Alors ça, ce sont les ruses de l'histoire, c'est-à-dire il faut peu de choses. Et donc, je ne vais pas dire lesquelles, mais je pense que le premier qui choisira la violence... Qui fera couler le sang. Oui. La première Kalachnikov venue, pourvu que les victimes soient savamment, je vais mettre ça entre guillemets, choisies, et la France tombe, ça me paraît évident. Quelle drôle de façon de terminer une conversation. En fait, tout ce que je vous souhaite à court terme, c'est de ne pas être poignardé ou de souffrir d'un cancer du rectum, puisque c'est de ça dont vous parliez. Ce n'est pas mon choix. Ou une tumeur au cerveau. Ou tumeur au cerveau. Non. Donc, dans tous les cas, je dirais longue vie. Et puis, c'est début d'année, mais déjà, elle est très, très, très bien amorcée. L'actualité aura donné le « là » pour cette année 2026. Peut-être qu'on se revoit pour parler Proudhon. Avec plaisir. Michel Onfray, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous qui avez passé, ma foi, l'heure 40 avec nous. J'espère que vous avez passé cette heure 40. C'était tout à la fois les tectoniques qui se déplacent lentement et les montagnes russes. À très bientôt, c'est une promesse, probablement même la semaine prochaine. Au revoir.